C'est Kalara, l'hebdomadaire du monde judico-judiciaire qui nous l'apprend ce matin. Le Conseil constitutionnel Fouman Akam viole encore les incompatibilités après l'apparition de son nom dans une motion de soutien appelant à la candidature de Paul Biya à la présidentielle. Le sage de Ndonkol a présidé une session du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1 et donc Kalara parle du mépris de la loi. La réaction du chef de l'État est donc attendue suite à cette une de l'hebdomadaire du monde judico-judiciaire Kalara ce lundi 30 juillet 2018. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur la télévision Equinox pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle semaine avec 10-12 le Zénith, un début de semaine aussi qui se fait sur l'onction de toutes ces envies que nous formulons pour votre belle journée. Commençons par installer le panel de ce matin qui est habituel. D'abord vous, Charles Armel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Insécurité dans les zones de Loum, Pendia, une partie de Mbanga en ressortant par Ediki, Kompina, Nkapa, où des populations sont désormais obligées de fuir avec des attaques. Pourquoi le silence du gouvernement? Que fait le gouvernement? Autant de points d'interrogation que se posent désormais les populations riveraines aux zones anglophones. Également sur le plateau du 10-12 le Zénith ce matin, Madame, Monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à mes chers téléspectateurs. Je suis arrivée très tôt ce matin au boulot, justement avec un trafic qui n'est pas très touffu comme il y a quelques jours, et je parle au nom de toutes les populations de Bassa. Déjà la circulation est de plus en plus fluide, et puis ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir politiquement vôtre pour parler justement des élections présidentielles avec le SDF qui prône quelques recommandations et puis d'autres informations. Eric Fopoussi en complément pour faire le point pour cette journée. Et donc le SDF réuni en session extraordinaire samedi dernier pour son comité exécutif national. Le NEC du Parti de la Balance enjoint Elecam de retirer tous les bureaux de vote illégaux, notamment ceux des casernes militaires, du palais présidentiel et des palais royaux. C'est extrêmement grave puisque cela se passe en dehors du respect de la loi, du code électoral. On sait que le président Paul Biya a l'habitude de voter à l'école publique de Bastos. Donc, qu'est-ce qu'il y a de faire des bureaux de vote au palais présidentiel? En tout cas, le SDF reste très fort dans cette histoire et d'ailleurs a mis en place une commission spéciale pour continuer à mettre la pression sur les CAM pour que la loi soit respectée. Également sur le plateau ce matin, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je m'offusque contre l'église évangélique du Cameroun et contre le collège Alfred Saker notamment. Ils étaient entretenus avec Moukoko Pizo quand il allait en évacuation sanitaire pour que le collège, forcément, où il a enseigné pendant plus de 25 ans, qu'on puisse y organiser ses obsèques. Il est mort maintenant. Et l'église évangélique où il a enseigné d'ailleurs à son université en Bandung, et le collège a fait ça, ils ont refusé d'honorer ce digne fils du Cameroun qui a fait les belles lettres de cette église-là. Vraiment, les voix du Seigneur sont vraiment insondables. Merci l'église, les hommes de Dieu. Il faut dire que d'autres hommes de Dieu sont actuellement torpillés par ici et là par des personnalités politiques et publiques, notamment le cardinal son éminence Christian Toubi, mais également 3 autres religieux qui sont torpillés à travers leur annonce faite de la tenue en fin août prochain de cette conférence générale anglophone. Les mots sont très durs, il faut dire, contre cardinal Toubi après cette sortie
médiatique du 25 juillet dernier. On ne peut qu'aujourd'hui s'en offusquer parce que toute initiative qui vise à consolider la paix, à notre avis, est une initiative louable et méritoire. On devrait plutôt se rassembler derrière ces personnes-là pour les encourager à porter l'idéal de paix que nous voulons pour ce pays et qu'il reste un et indivisible. Les deux ne s'opposent pas nécessairement. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de renouveler votre confiance et de préférer la télévision Equinox. L'émission c'est 10-12 le Zénith et pour ceux qui sont habitués du programme, ils savent que tout de suite et maintenant c'est le moment de l'histoire du jour qui est un driving apporté par Tendance Cugne, la voyageuse. Bonjour, bon début de semaine et bienvenue. Bonjour Eric, je salue tous ceux qui sont du côté de Niala-Chapelle. Vraiment, il y a eu un problème qui s'est passé là-bas très grave. Et alors à 18h, il y a réunion familiale. On ne m'a même pas invité, mais je vais partir. Ma copine, Dori Tienga, après Tongo, Dori Tienga, c'est ma copine. Donc j'ai dit que on ne m'a pas invité, mais on va partir ensemble, maman. C'est un monsieur, un responsable, qui se plaint que c'est même quoi. Depuis les années, je ne peux pas mourir asphyxié. La vérité va triompher maintenant. Si tu continues à me servir encore comme si tu servais un bébé, tu n'as qu'à me dire. Si tu continues à me servir comme si tu servais un bébé, tu me dis, je prends ma décision, j'applique. Pour qui me prends-tu? Chez mes amis, quand j'arrive là-bas, je vois comment on le respecte. Comment on leur respecte en bon français, comment ils sont heureux, joyeux. Mais pour moi, ici à la maison, tu me sers comme si tu servais un inconnu. Quel manque de respect, ça, total. Fais-moi, oriente-moi, je t'explique. Justement, je voulais servir un bébé. C'est ça que je voulais savoir. On le sert à 18h, on le sert dans un petit plat, dans les bols en plastique. On lui donne la nourriture dans le kumbo. Il mange bien dans le kumbo. Mais le problème, c'est que quand madame lui donne la viande, c'est toujours 2 morceaux. Donc elle n'a jamais donné 3 morceaux de viande depuis des années qu'elle est mariée. Hier, il a dit qu'il ne peut pas mourir asphyxié. C'est pour ça qu'on a convoqué la réunion familiale. Et je vais m'impliquer. Donc tout le monde va être impliqué. Donc ça veut dire qu'il en a parlé à sa femme. Il a toujours commencé à continuer à servir. Plusieurs fois. Donc, et c'est sûr que ces morceaux sont même petits. Là, je ne sais pas, père maman. Qu'elle prépare le poisson, c'est toujours 2 morceaux qu'elle sert dans l'assiette. Qu'elle prépare la viande, c'est toujours 2 morceaux. Même quand c'est le mbunga, c'est toujours 2 morceaux. Même quand c'est la peau, l'ongoup. L'ongoup, pour les gens qui connaissent, c'est que l'ongoup saucisse, donc ça qu'on appelle la peau. Même si c'est la peau, elle prépare toujours 2 morceaux. Même s'il vient avec un invité. C'est toujours 2 morceaux qu'elle sert. Il dit que quand il part chez ses amis, il voit comment on donne les 8 morceaux de viande, les 10 morceaux de viande. Donc ses amis sont bien, mais quand il demande à sa femme que ouais bébé, pourquoi tu me sers comme ça? La prochaine fois, sers-moi aussi beaucoup, je rationne beaucoup. Elle dit que oh, je devais te servir comment? Moi je donne aux enfants 1 morceau, à toi je te donne 2 morceaux. Si tu veux les problèmes, si tu veux que je donne 3 morceaux, c'est les problèmes que tu cherches. Je ne peux pas te servir jusqu'à ce que les étrangers arrivent à la maison, on ne leur donne pas à manger. Tu peux manger tout un bœuf, c'est comment? Donc à l'heure-ci, les femmes qui me regardent, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Parce que je vous connais. Comme parmi nous, là, comme parmi les femmes, il y a certaines qui mentent comme quoi là. Parlez et ce que vous faites souvent. Quand vous servez, monsieur, c'est combien de morceaux de viande? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a le droit de se plaindre qu'il rationne bien et qu'on donne seulement 2 morceaux? Point d'interrogation. On doit donner même combien de morceaux de viande dans l'assiette de son époux? Point d'interrogation. Est-ce que monsieur doit faire de cela un problème si on lui donne seulement 2 morceaux de viande? Point d'interrogation. Parlez ce que vous faites chez vous parce qu'on vous connaît. Les femmes vous envoient le message pour dire que je donne souvent 30 morceaux. Souvent vous donnez même des demi-morceaux, on sait. Souvent vous donnez même sans rien. On sait. Eric, je te passe la parole et je vous reviens bientôt. Sincèrement, quand j'entends une telle histoire, j'ai envie de sourire parce que clairement, il y a des histoires de morceaux de viande. Ça relève vraiment, comment dire ça? Vous savez, il y a la pyramide de Maslow, hein, et cette pyramide déjà établit les besoins de l'homme par rapport à ses désirs. Et là, vraiment, je veux dire, c'est les désirs les plus bas, hein, alimentaires,
les plus... Je veux dire, un homme qui se plaint pour ça, franchement, il faut un tout petit peu élever le débat, il faut un tout petit peu se placer au-dessus de la mêlée, parce que ce n'est pas une question qui doit pouvoir créer des conflits dans les couples pour peu qu'on sache prendre des distances avec certaines situations qui semblent à un moment donné rédhibitoires. On va pas imaginer un Bengan ou bien un Chalamène Batchou, du haut de son pédestal, venir discuter les morceaux de viande, que je veux 3, 4 morceaux de viande. Si vous voulez quelque chose que vous décidez que vous en voulez, c'est chez vous. C'est ça la question. Bon, maintenant, puisque ça pose problème, puisqu'on en parle ce matin, pourquoi pas essayer de voir quel type de principe on peut dégager de l'histoire de ce matin. Le principe serait peut-être aussi de voir quel est le niveau de revendication que certains hommes peuvent avoir dans leur foyer. Et donc, dans cela, on pourrait mettre une revendication comme celle du nombre de morceaux de viande qu'on doit pouvoir manger. Vous voyez, j'ai un peu de la peine à en parler parce que ça me paraît un tout petit peu vraiment minime comme problème. Alors, Florazé, je vous pose la première question ce matin. La réaction de cet homme-là, vous pensez que ça résulte de quoi? Pardonnez-moi. Voilà, c'est un peu compliqué parce que on a fait peut-être un homme qui a un regard sur tout, Eric Fopoussi. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer parce que peut-être que les hommes également, on les retrouve déjà dans la cuisine, mais pas peut-être à compter les morceaux de viande ou de poisson. Maintenant, si un homme se lève et en fait un cas ce matin, c'est peut-être parce que il a constaté que peut-être la cuisine n'est pas bien faite, le rangement n'est pas bien fait, etc., etc., etc. Donc maintenant, je viens pour dire que déjà ces morceaux, puisqu'on en parle ce matin, est-ce qu'ils sont tout petits, est-ce qu'ils sont très... Parce que moi, je vous dirais que 2 morceaux, c'est suffisant. Parce qu'il y en a même qui n'arrivent pas à terminer. Vous voyez, c'est vraiment... Est-ce que la ration, déjà, ça se passe comment, etc. Il y a tellement de questions qu'il faut également se poser. Mais sauf que j'estime que en faire tout un plat, Eric Fopoussi, genre à faire des tas pour des morceaux de viande. Par ailleurs, il peut demander peut-être à sa femme s'il a un homme constant et, j'allais dire fidèle, s'il a un homme constant à la maison, ça veut dire qu'on peut instituer le dîner du soir, c'est-à-dire le repas du soir, qui se fait avec tous les membres de la famille. Ça veut dire madame, elle sert, on a de grandes terrines, combo si vous voulez. Donc elle met toute la nourriture, c'est-à-dire que les enfants, papa, les enfants, bref, tous les membres de la famille sont autour de la table et puis on mange. Et chacun se sert. Et chacun se sert. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc je crois que c'est pas fait ailleurs pour des personnes bourgeoises ou quoi. Non. C'est une façon également de rassembler la famille, etc. Et de débattre autour des problèmes de famille. Donc je crois que c'est à ce niveau que monsieur peut-être devrait insister et dans la stricte intimité du couple, essayer de revoir ce type de développement, pas un peu trop basique pour qu'on en parle. Vous voyez, j'ai du mal pour qu'on en parle. Oui, parce que si un peu trop bas de gamme quand même. Un peu trop. Parce que si vous donnez une ration... je dis bien, même quand la ration est conséquente, même si vous avez rationné 15 000 francs, il faut pousser. Je dis qu'il y a des hommes, quand ils rentrent, qui font attention à ce qu'ils mangent. Ça veut dire qu'un morceau pour lui, c'est suffisant. Par contre, dans certaines maisons, 2, c'est vraiment pas suffisant. Bon, m'a soufflé, il m'a dit, mais il souffle 2 morceaux comme 2 coups de poing. Pour certains, c'est pas suffisant. Vous voyez que dans ça dépend de toute nature. Et je crois que ça émane aussi de l'éducation de tout un chacun. Mais quand on est déjà en relation, il y a une autre forme d'éducation, le dialogue et autres. Mais vous voyez, puisqu'on est en Afrique, je crois qu'on va me déballer tous ces termes ce matin, comme quoi l'homme c'est le ventre et le bas ventre. Donc du coup, il doit insister sur les morceaux de viande. Bon, je laisse les Chalamais peut-être. Alors, Bengan, c'est à vous que je m'adresse pour la deuxième prise de parole ce matin. J'ai du mal à croire que le réel problème de ce foyer, de ce couple-là, soit autour de cette histoire du nombre, de la quantité de viande dans la soupe. Est-ce que derrière, il n'y a pas un message que l'homme souhaite passer à son épouse? Est-ce qu'il n'y a pas un signal qu'il envoie sur peut-être le manque de respect avec lequel sa femme le traite, ou bien qu'il se sent maltraité? J'ai l'impression, comme vous, que c'est pas de la viande qu'on discute. C'est pas des morceaux de viande qu'on discute. J'ai l'impression que cet homme, il manque de poigne. Il ne sait pas poser le problème.
peut-être reproche-t-il à son épouse d'entretenir, je veux dire, d'entretenir d'autres foyers et que la maison elle-même, sa propre maison elle-même n'est pas bien entretenue, n'est pas bien nourrie. Mais compter le nombre de viandes, là, de morceaux de viande, je ne pense pas. Oui. Peut-être pose-t-il le problème en te disant il veut organiser sa femme et peut-être dans la ration qu'il donne, la femme ne sait pas toujours, j'allais dire, entretenir, peut-être vers la fin du mois, il n'existe plus rien, alors que peut-être voilà, Oui, ou peut-être, oui. parce que la famille est nombreuse et la femme n'arrive pas à faire les choses de manière proportionnelle, de manière de rationaliser le budget. Oui. Mais Oui. il y a ce qu'on appelle, il y a certains types d'animaux qui sont réservés aux initiés. Je ne pense pas pour lui qu'il est un initié. Parce Absolument. que nous avons les types d'animaux qui sont réservés aux initiés, où la femme ne mange même pas, ou des morceaux. Et à des cérémonies où, j'allais dire, les parties d'une viande sont bien, j'allais dire, sont données proportionnellement à des gens. Oui. Mais là, c'est pour des cas particuliers. Mais si c'est Absolument. le repas ordinaire, en fait, l'homme se soucie, apparemment il est marié, il a des enfants. Donc l'homme se soucie davantage au repas. Est-ce que les enfants ont mangé? Maintenant, la manière qu'on lui pose la nourriture, parce que ça aussi, ça peut être problème. Oui. Mais vraiment poser, réunir un conseil Peut-être il de estime famille, qu'on ne lui accorde pas assez d'importance. voilà. Oui, Et maintenant, convoquer toute une réunion de famille, conseil de famille, parce que ma femme me donne seulement 2 morceaux. Vraiment, c'est genre d'affaires, je préfère ne pas en parler. Vous comprenez que nous avons tous sur ce plateau un peu s'il soupçonne, de distance. ou alors s'il a Oui. les indices que sa femme, l'argent qu'on laisse à la maison, Oui. est plutôt nourri d'autres personnes, là, il pose clairement le problème. Oui, De cette absolument. manière-là. Donc, je comprends pas. Alors, c'est quand même compliqué parce que ça montre aussi le niveau de réflexion, d'intelligence que certaines personnes ont. Hein, parce que clairement, que de se focaliser sur des choses aussi basses, aussi basiques, pour reprendre ici le terme cher à Florazé, ça relève vraiment de la première étape de ce que Maslow appelle les instincts, hein, les instincts. Donc on est là pour satisfaire l'instinct et pas autre chose. Charles Abel, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'histoire de ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, les plaisirs du ventre entraînent l'harmonie du foyer. Un homme qui mange bien, qui mange à satiété, est un homme comblé sur tous les plans, malgré le fait qu'on y a ajouté quelque chose. Les plaisirs du ventre entraînent ceux du bas-ventre. Monsieur Eric Fopoussi, chez les Bantous que j'ai connus et dont j'en suis, il faut le dire comme ça, un fruit, l'homme ne s'intéresse pas aux choses de la cuisine. L'homme n'entre pas dans la cuisine. L'homme n'entre pas dans les affaires de la cuisine. L'homme ne s'intéresse pas aux choses faites et concoctées dans la cuisine. Monsieur Eric Fopoussi, un homme même devrait passer 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans, sans passer par la cuisine de sa femme. Je dis sans passer par la cuisine de sa femme. Lorsque j'ai besoin de la cuillère, vous appelez. Vous avez besoin du verre, vous appelez. Seule la femme qui est le ministre de l'Intérieur connaît où chaque chose est gardée. Monsieur Eric Fopoussi, vous n'allez pas apprendre à une femme comment gérer son foyer. Si elle a décidé que son mari a un poids, si elle a décidé que son mari doit être au régime, et encore que ça date, ce n'est pas une affaire qui a commencé récemment. Depuis qu'il connaît la femme, elle a toujours eu à mettre 2. Donc j'estime que cet homme n'a rien à faire que d'aller s'occuper. J'aime beaucoup votre approche, hein, l'approche du régime, oui, Oui. parce que ça peut être aussi une explication à Oui, cela. donc oui. la femme veut mettre son mari peut-être au régime Là, et l'homme c'est s'en pour la rendre repose. content, là. Donc j'estime que un homme vrai ne devrait pas s'intéresser aux affaires de la cuisine. Oui, Vraiment. absolument. Il ne devrait pas s'intéresser. Et autre chose, on ne critique pas la cuisine d'une femme. Qui est trop de sel, qui est moins de sel, on ne critique
pas la cuisine d'une femme. Souvent, vous avez des hommes qui s'asseyent, vraiment, tu as mal préparé aujourd'hui. Ça ne se dit pas. On ne critique pas la cuisine d'une femme. Oui. Donc, j'estime, monsieur Eric Fopoussi, que nous avons affaire à des hybrides qui se sont éloignés des réalités. En rien, je ne dois m'intéresser aux affaires de la cuisine. Les affaires de la cuisine concernent le ministre de l'Intérieur. S'il y a une doléance à poser, je la pose au niveau de la table. La preuve, lorsque la femme a eu à préparer un repas qui vous a plu, alors qu'elle vient de l'acheter, vous glissez un 2000, vous glissez un 5000. Parfois, vous lui acheter quelque chose de spécial que vous a demandé longtemps pour lui faire plaisir. Lui dire, écoute, ce repas m'a plu parce que chaque fois, est ce qu'il place son mari. Donc vraiment, cet homme n'a rien à faire. Il s'occupe d'autre chose. La question du nombre de morceaux et la comptabilité matière des sauces chez lui, cet homme, franchement. Alors, Tendance Cogné, la voyageuse, quel est ton point de vue? Non, il a quelque chose à faire. Comment je sais que les gens vont dire que non, voilà les hommes qui envoient leurs femmes sortir avec le boucher, voilà les hommes qui envoient leurs femmes sortir avec les commerçants au marché. Non. C'est lui le père de famille. Tu dois commencer par lui. Quand il se plaint, ça veut dire qu'il y a problème. Tu dois servir, monsieur, et même le dessert à côté. Quand il se plaint, tu dois même te soumettre. Papa, comme tu vois là, voici comment on vend le kilo de viande au marché. Voici combien tu m'as donné pour la ration. Waouh, la prochaine fois, tu peux augmenter la ration. Mais que de dire, qu'est-ce qu'il veut te donner tout un beurre? C'est un manque de respect. Mon beau, plains-toi. C'est après qu'on va arracher vos maris, vous allez dire que ouais, je n'ai pas la chance avec le mari. Tendance, ma fille. Même fou, on prend soin de lui. Quand il se plaint, concentre-toi. Tu causes avec lui, tu veux qu'il te donne la nourriture comme désormais. C'est facile que de rester à faire comme si c'était le bras de fer. Quand il va là ailleurs, on va lui donner les 15 morceaux de viande. C'est comme ça qu'il va commencer à te regarder comme le fantôme. Donc, tendez bien vos tympans. Conseil de Tendance Cogné. Tu as la chance d'avoir un mari même qui mange. Hey, maman, quand un homme mange, tu peux facilement l'avoir et le prendre. Donc, quand un homme a la petite de manger, tu prépares comme ça, il mange, il est concentré. Ça veut dire qu'il y a l'amour. Et comme il se plaint là, il faut te mettre au pas. Arrange ça vite. Parce que comme j'arrive à la réunion à 18h là, c'est pour gâter. Ce n'est même plus. Je dis que c'est pour te dire, tu fais comment? Désormais, tu donnes 3, 4 ou 5 morceaux ou tu ne donnes pas. C'est pour détruire le soir. Oui, mais on peut te donner 5 morceaux, mais on les coupe comme les billes. Mieux tu coupes comme les billes. Oui, que ce soit 5 morceaux. Moi, j'ai l'habitude de couper ça à la maison. Quand non, Tendance. Non, moi, j'ai souvent l'habitude de couper les petits morceaux de viande pour donner aux enfants. Vous, les générations d'aujourd'hui, laissez, quand vous regardez trop la nourriture, vous bloquez la réflexion. Vous ne savez pas. Quand on vous dit vendre, pas vendre, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quand vous préparez ces petites viandes, dans quel plat vous les mettez, la manière de donner, ce n'est pas le contenu colossal qui est important, mais c'est le mets que préfère le mari. L'accompagnement voilà. Aussi. Et surtout, les partout ont appris au monde que les garçons, à l'âge de la puberté, ne mangent plus que le papa. À partir de 13 ans, 14 ans, un enfant mange plus que son père. Donc, il faut le savoir, parce que quand vous voyez les trucs, nous, on le sait. De telle manière, on arrive. Et Flora a bien fait de dire, c'est pour ça qu'on tient que le soir, on mange ensemble. Parce que dans la journée, il y en a qui se chantent à la paix, mais le soir, on est là. Même s'il arrive que l'emploi du temps de papa fasse qu'il vienne en retard, est-ce que les enfants viennent manger? Ils regardent un peu. Et vous avez l'habitude de me dire ici, quand on accouche, on ne mange plus. Je ne refuse pas un bonbon. Voilà, donc, cet homme qui s'occupe de nous conduire, morceau de viande, vraiment. Non, c'est un bonbon, regarde. Moi, je le comprends. Moi aussi, je viens à Yala. Si tu parles là-bas le soir pour gâter moi, je vais dire à cette femme-là de me maintenir. Moi, il y a quelque chose que je vais expliquer. Quand tu as en face de toi un homme qui mange, c'est même très bien. Et si je sais que c'est à cause des morceaux de viande, quand le mariage va finir vraiment mieux, quand tu rationnes, si je prends 2 kilos, je mets tout dans l'assiette.
tu rationnes tous les jours. Si tu rationnes bien, pourquoi tu ne dois pas manger bien? Mais si tu rationnes petit, je peux te donner si c'est petit. Mais si tu rationnes bien, tu as le droit de manger chez toi comme il se doit. Je n'ai pas besoin d'envoyer mon homme aller manger chez une petite ou aller manger au restaurant parce qu'il n'est pas rassasié à la maison. Non. Tu vois une femme qui porte un gros combo. Elle dépose sur la table avec 2 maigres morceaux de viande. Non, quand même, de qui se moque-t-on? Quand même. Il a le droit de se plaindre. C'est pour te demander d'aller au... C'est pour te mettre au pas. L'autre même ne se plaint pas. Hein. Il ne se plaint pas. Tu constates que par son comportement. Donc quand il se plaint, ça veut dire que c'est au nom de l'amour qu'il se plaint. L'autre comme ça ne se plaint pas. Il rentre à la maison. Quand il veut, il n'a plus le compte à te rendre. Ça prouve que tu as faussé quelque part. La parole de tendance, c'est que si quelqu'un donne sa ration, il mange comme il se doit. Mais ses amis vont dire quoi? Donc tu vois, demain quand mon mari va se gâter, il va dire que hey, elle pouvait durer en mariage. Une fille qui a passé sa vie à donner que 2 morceaux de viande demain. Il y a même les problèmes de la honte. Tu passes à eux comme ça, dis que maman, son mariage était fini parce qu'elle donnait que 2 morceaux de peau à son mari. Non. Je veux qu'on dise que son mariage est fini parce que son mari découchait, son mari la tapait tous les jours, elle a fui la mort. Mais pas dire que le mariage est fini à cause des morceaux de viande. C'est le problème de la honte là-bas. Enlevez la honte sur vous. Si je manque, tu dis que manque Flora ou je laisse. D'accord. Non, alors, on va prendre tout de suite les différents messages Florazé et on passera à autre chose. Je vous en prie. Même si je voulais rebondir sur... Vous rebondirez plus tard. Sur ce que Chalamel a dit, oui. S'il vous plaît, il faut pousser. En 30 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en 30 secondes. Vous rebondirez après le message, je vous promets. C'est promis. Oui, vous aurez. Oui, après. Vraiment, parce que la question de la femme... Non, vous aurez l'occasion. Ça m'intrigue vraiment. Et puis, je voulais tout de suite rebondir sur ce que Chalamel a dit. Mais je vous écoute. Eric Fopoussi. Je vais continuer. Alors, parce que la femme n'est pas que faite pour la cuisine. L'homme également peut se retrouver à la cuisine. Là, vous êtes alors, le monsieur pleure, sans doute son repas intime. Oh. Il y a d'autres problèmes sous ce problème, cette histoire de morceaux de viande. Le monsieur ne fait pas de bien à sa femme. Hein, peut-être raison pour laquelle elle réussit. Elle agit ainsi. C'est assez inquiétant puisqu'une femme doit servir son mari dans une grande assiette. Et c'est à lui d'en prendre à son aise. La priorité pour une femme, c'est son mari. Elle doit bien servir son mari. Si une femme n'arrive pas à entretenir le ventre, qu'il fera à sa place. Et autre SMS, c'est vraiment ridicule de la part de l'homme de se retrouver en cuisine. Manuela Akonsamba qui réagit. Autre réaction, l'homme en question n'a plus sa place de chef de famille. Il ressent mal le problème. On dirait qu'il y a un problème de leadership dans cette famille. Autre réaction, l'homme a beaucoup à faire à la cuisine, même faire le repas également, pourquoi pas. L'équipe, l'homme, c'est pas forcément qu'on doit donner plusieurs morceaux à l'homme, peu importe la ration, l'homme doit bien manger. Je pense que cet homme peut avoir raison, hein, dans le cas où il a rationné avec cher pour sa femme. C'est Benoît qui réagit. Autre réaction. Et un dernier message avec vous, oui. Je trouve que si les 2 morceaux de viande sont consistants, c'est ça? Sont consistants. Oui. La femme a raison parce que l'homme l'a fait parce que il a vu que chez ses amis, ils ont des 6 morceaux. Mais il oublie que les 5 doigts de la main n'ont pas la même... sont différents, n'ont pas la même taille. Je crois que c'est ce que le message veut dire. Alors, Florazé, je vous donne dans les 30 secondes tout de suite. Non, vous savez, Eric Fopoussi, la question de la cuisine, non. Parce que quand Chalamel dit 10 ans, 15 ans et tout, vous savez, il faut qu'il y ait une sorte de complémentarité entre les couples. Je dis qu'on a du mal à s'exprimer aujourd'hui par rapport à la question à cause des morceaux et autres. Mais l'homme également, comme mon classique bien dit, quand il demande est-ce que les enfants ont bien mangé, ça va aussi plus loin. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand madame est défaillante, monsieur peut entrer à la cuisine et faire le repas pour les enfants. Non. Ça veut dire que, vous voyez, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes. Bon, madame peut être malade, accident, je dis n'importe quoi.
où monsieur, et je vais dire, et ça ne veut pas dire qu'à ce moment, et ça ne veut pas dire qu'à ce moment il faut pousser, ça cloue l'homme, ça gâche son orgueil, ou ça fait de lui un sous-homme. Voilà. Vous comprenez pourquoi je ne souhaitais pas que vous fassiez avant les messages, parce que ça créerait un débat et on n'en finirait pas sur ce plateau. Madame, monsieur, tout de suite et maintenant, voici la suite du 10-12, le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question des établissements clandestins dans ce pays. Pourquoi toujours fermés à la rentrée scolaire, jamais pendant l'année scolaire? Quel est le rôle des multiples brigades nationales de contrôle et de répression des ministères des enseignements secondaires et de base sur le terrain au cours de l'année scolaire, s'il faudrait qu'on procède à la fermeture après inscription des élèves? Comment comprendre le fait que le nombre d'établissements scolaires clandestins fermés sur l'étendue du territoire national fasse froid au dos? Comment comprendre ce phénomène qui perdure depuis des décennies, revêtant tous les aspects d'une hydre de mer? Comment comprendre le fait que le secteur de l'éducation et de la formation de la jeunesse soit infesté de personnes sans foi ni loi, préoccupées essentiellement par la collecte des frais de scolarité aux pauvres parents d'élèves? Comment comprendre l'ensemble des griefs constamment portés à l'endroit des établissements scolaires de ce pays? Comment comprendre que c'est une rengaine trop bien connue dans ce pays à la veille de la rentrée scolaire? Question. Quel est le rôle des délégués départementaux et régionaux dans cette affaire où il n'existe pratiquement pas de contrôle permanent toute l'année scolaire? Qui dispense quoi? Comment? Et où? Qui évalue qui? Où? Comment? Comment sont recrutés même les enseignants qui enseignent les élèves? Quels sont les manuels utilisés par ces enseignants? Comment comprendre le fait que le ministère en charge des enseignements de base ou secondaires ne met pas à la disposition des parents des documents, mieux des outils censés les sensibiliser et même les outiller pour exiger des promoteurs et autres responsables d'établissements des garanties relatives à la régularité de leur situation? Comment comprendre le fait que les populations déjà abandonnées par l'État ne sont pas mises à contribution pour dénoncer toute activité scolaire suspecte dans leur voisinage? Est-ce donc à dire que chaque année, des établissements scolaires voient le jour, ou alors c'est une sorte de chasse gardée pour les ministres de cette République? Ne jamais donner les agréments, organiser des fermetures pour pouvoir collecter des sommes. Comment comprendre le fait que ces établissements soient juste fermés sur du papier sans aucun suivi? Comment comprendre que les mêmes noms reviennent tout le temps? Oui, comment comprendre cette multiplicité de griefs? Violation des formalités légales de création et d'ouverture, non-respect de la législation en vigueur, absence d'autorisation de fonctionnement, absence de structures fiables parce que logées dans des maisons d'habitation ou des hangars pour commerce, surpopulation des élèves dans les salles de classe, manque d'enseignants qualifiés, cohabitation avec une école primaire, manque de titre de propriété, locaux à proximité de la voie ferrée, superficie insuffisante, infrastructure en très mauvais état. Permettez-moi de vous dire, messieurs des enseignements de base et messieurs des enseignements secondaires, que tous les établissements, même ceux ayant les documents, légaux, les autorisations, se retrouvent à avoir les mêmes problèmes en termes d'infrastructures en très mauvais état, superficie insuffisante. Vraiment, laissez-moi vous dire que cette affaire-là n'est rien d'autre que de la poudre. Un point, c'est tout. Faites le tour de ceux autorisés, vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Les griefs sont les mêmes. Rappelons-nous qu'en 2014, les établissements fermés culminaient à 85. En 2015, ils étaient au nombre de 263 clandestins. En 2016, ils étaient au nombre de 75. En 2017, 60. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes à 53 établissements clandestins. Comment donc s'étonner dès lors que des élèves progressent allègrement chaque année dans des environnements sans maîtriser les fondamentaux? Que dire alors des parents qui ont déjà payé l'inscription et première tranche pour leurs parents? Point d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne.
Nalova Lyonga, c'est Madame le ministre des Enseignements secondaires qui subit elle aussi, avant elle, donc ce qu'a subi son prédécesseur en poste, Ngale Bibeye, au département ministériel des enseignements secondaires. Un vrai problème, c'est fermeture d'établissements scolaires, et chaque fois le motif reste le même, hein. Donc c'est violation des formalités légales de création de ces établissements scolaires. Bon, Bengan, la question est de savoir ce matin à quoi ça tient ces multiples violations des formalités légales de création des établissements scolaires au Cameroun. Le laxisme, simplement, surtout Oui. le laxisme des ministères en charge de ces enseignements-là, puisqu'on a sectionné ces ministères, donc en éducation de base, laxisme secondaire et même de supérieur. Parce que les textes réglementaires, je pense qu'ils datent depuis 74, renouvelés en 77, ainsi de suite, sont restés sensiblement les mêmes. Et Charles Hamel a fait intervenir les délégués départementaux. Il y a même pour l'enseignement de l'éducation de base ce qu'on appelle les sous-inspections au niveau des arrondissements. Oui. Ils doivent veiller à un certain nombre, mais la réglementation est restée la même. C'est-à-dire quoi? Adressé au secrétariat de l'éducation de l'enseignement privé. Il doit encadrer tout. Il faudrait, c'est un appui, parce que l'enseignement, lorsqu'il parle là, ce n'est pas des lycées qu'on ferme, c'est des établissements privés qu'on ferme. Donc, cet établissement vient en appui. Donc, ils font un travail, j'allais dire, de service public. Donc, l'État délègue certains pouvoirs au privé. Il s'agissait donc de quoi? D'abord, le site. Le site doit être accessible. Accessible. Maintenant, vous définissez le niveau d'enseignement. Maternelle, primaire ou secondaire. Vous définissez. Maintenant, au niveau du secondaire notamment, il y a premier cycle, enseignement général ou technique, technique industrielle ou commerciale, ainsi de suite. Et à chaque moment, puisque le programme scolaire est défini par les ministères en charge de l'éducation, donc là, ce n'est pas un problème. Maintenant, il faudrait donc montrer, parce que là aussi, quels sont ceux qui sont choisis ou alors recrutés pour dispenser les enseignements. Ils ont quel niveau d'instruction? Parce que généralement, on souhaite que les établissements scolaires soient encadrés, parce que le promoteur, lui, peut être un homme d'affaires, simplement, mais c'est lui à qui on confie la direction de l'école, notamment le préfet des études ou quoi, doit avoir un niveau, j'allais dire, doit avoir une qualification qui s'approche, qui est au niveau des enseignements, qu'il a la charge de coordonner l'encadrement. Donc, quand on passe donc le problème primordial, là il a dit, mais l'autre problème c'est au niveau des infrastructures. Est-ce qu'il y a des salles de classe? Est-ce qu'il y a un bloc administratif? Est-ce qu'il y a une infirmerie? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a des infrastructures où on développe les activités post- et périscolaires? C'est là où ça devient la croix et la bannière. Vous voyez les élèves qui déambulent, qui pratiquent les activités sportives à côté de la route. Donc, en principe, ces établissements-là doivent être fermés. Mais on doit les fermer quand? Si tel est que on parle, le laxisme a fait qu'ils ont reçu l'autorisation d'ouverture, on doit les refermer dès l'année qui suit. Mais est-ce après, qu'on ne peut pas, bon, Bengan, ce matin se faire peut-être la réflexion du gouvernement qui peut se dire à tous les niveaux, hein, les strates de l'enseignement, donc on commence à l'éducation de base, ensuite aux enseignements secondaires, pour terminer à l'enseignement supérieur, pour dire que le laxisme que vous dénoncez ce matin n'est pas aussi la résultante d'un État qui semble submergé par une demande d'éducation très forte et qu'il faut de plus en plus d'établissements scolaires privés. Surtout que cet État ne s'est pas préparé à cela. Oui. C'est pas préparé à cela parce que tout bascule en 1990. D'abord, vous avez vu, il y avait les coopérants dans les lycées. Et ces coopérants, il y a fait des fonds dans surtout dans les matières scientifiques et techniques. Il y avait les internats. Tout d'un coup, tout ça disparaît.
Et à un moment, l'État même subventionnait l'enseignement privé. À coût de milliards de francs. Oui. Quand la crise que le chef de l'État avait dit qu'il n'existerait pas, c'était le 14 août 1986, parce qu'il faut rappeler, par exemple, on nous dit là la crise, en principe, il n'y avait pas de crise. Ou alors, comme il y a eu ce qu'on appelle crise économique, on avait des réserves nécessaires pour pouvoir contenir cette crise-là. Oui. Parce que quand on a dit qu'on ne va pas au FMI, il y a Paul Tergas qui avait sorti un livre, Ouverture démocratique en Afrique noire, avec point d'interrogation. Pour le cas du Cameroun, il avait dit qu'on avait une réserve de 900 milliards dans un compte privé. On ne sait pas. À Yaoundé, on n'a jamais contesté cette information. Bon, revenons à cela. L'État dit que je n'ai plus l'argent pour subventionner l'enseignement privé. Il commence à affecter les enseignants dans les établissements privés. Voilà ce qui se passe en 90. Oui. Mais effectivement, la demande, effectivement, à laquelle vous faites allusion, fait que on commence à laisser tout le monde se débrouiller. On ne sait plus quoi faire. Donc, en fait, l'État a démissionné complètement de ce secteur-là. C'est pour ça que vous avez vu, ça aboutit à ce qu'on a aujourd'hui. Même l'enseignement supérieur public on a été surpris. Vous voyez dans quelle mesure on a créé les universités d'État. Les 8 universités d'État du Cameroun. Et maintenant, dans les IPS aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est terrible. L'État n'a pas vu venir la situation. L'explosion démographique. N'a pas vu venir. Alors que c'est parmi les ministères qui ont les statistiques. C'est les ministères en charge de l'éducation. Parce que dès que vous commencez à créer les crèches, parce que ça, voilà une donnée que les amis de Flora nous ont amenés en Europe, les crèches. les crèches et les garderies. Voilà, les enfants, les femmes, comme elles veulent travailler là, l'homme aussi doit aller faire la cuisine. Oui. On commence à laisser les enfants à 6 mois, auprès des gens, même à 1 an. On dit la crèche, alors qu'ils ne veulent même pas parler. Donc voilà comment on y arrive. Alors que nous, pour aller à l'école, on faisait la main comme ça. Si la main ne touche pas l'autre oreille, vous n'allez pas. Vous n'allez pas à l'école. Voilà. Alors, donc, on est dans un contexte où toutes les strates de l'éducation sont concédées par ces fermetures. Chaque année, quasiment des établissements qu'on estime qui ne respectent pas la réglementation de création, du moins les formalités de création. Et ça montre quand même, et là, Béguin, vous le dites à juste titre ce matin, qu'il y a un laxisme. Mais le laxisme, je voudrais quand même avec vous, Florazé, qu'on essaie d'aller plus loin pour creuser les problèmes qui existent dans ce domaine. Vous pensez qu'il y a quel autre problème à quel niveau? Non. Déjà, il y a un problème au niveau des chiffres, Eric Fopoussi, des statistiques. Je me rappelle, l'année dernière, on avait réussi à prendre 60 établissements. 75. Établissements. 75 en 2016, 60 en 2017. Mais attendez, et puis cette année, on revient avec 53, je crois bien. Mais l'année dernière, justement, il y a des établissements qui avaient été sommés de fermer et tout, mais qui ont exercé normalement. Et je dis qu'on a eu des élèves même qui se sont plaints d'un nombre d'incompatibilités, notamment des élèves en classe d'examen qui n'ont pas pu composer Eric Fopoussi parce que l'argent des dossiers était monté, descendu. Bref, vous connaissez tous les tripatouillages qu'il y a autour. Donc ça également, ça pose une question. Donc peut-être faut dire que ces chefs d'établissement devaient dire aux parents d'élèves qu'ils ne sont pas autorisés à présenter les examens, les enfants aux examens officiels. Et puis qu'on continue aussi de publier de façon officielle, vraiment à travers même des campagnes. Parce qu'à l'heure où et Charles Hamel l'a noté dans sa chronique, c'est-à-dire que les parents doivent savoir quel est l'établissement qui est clandestin, qui ne sera pas à même de donner l'éducation qu'il faut aux enfants. Mais quels sont ces établissements scolaires? Est-ce les 53 qui ont été délimités? Est-ce qu'il y en a encore? Moi, je dis oui, Eric Fopoussi. Faites seulement le tour de vos différents arrondissements. Vous allez dans des quartiers, vous trouvez des établissements qui exercent avec un bon nombre d'élèves, d'enseignants et autres. Est-ce que ces établissements, et puis sont ces établissements justement qui ont des taux de réussite et autres, les enfants vont en cas d'examen, etc. et tout, jusqu'au baccalauréat et tout, mais qui ont été visés par la législature. Donc je crois qu'à un moment donné,
on se moque un peu de nous. Hein. Le travail, il est bien fait. Chaque année, je dis bien chaque année, on est toujours en train de sortir des chiffres des établissements clandestins qui ne doivent pas exercer. Mais on a encore les mêmes établissements qui ont été sommés de fermeture, qui exercent encore et qui présentent les élèves en examen officiel, Eric Fopoussé, et qui le réussissent et qui vont en classe, etc. Et tout. Donc, je crois qu'on est en insécurité. Donc, l'État a le droit d'encadrer l'éducateur, l'éducation et même les élèves. Donc je crois qu'il faut à un moment donné qu'on sensibilise au plus profond, qu'on continue de sensibiliser les parents. Les parents, parce que mais moi-même qui vous parle à un moment donné, je m'égare. S'il faut s'en tenir à la liste qui a été publiée de façon officielle, Eric Fopoussy, on va un peu s'entremêler parce qu'on va constater qu'à côté, il y a encore d'autres établissements qui continuent d'exercer. Cher Lamel, on se pose une question ce matin, celle de savoir comment un établissement clandestin réussit à construire, à exercer, sans qu'on puisse mettre le grappin sur lui. Tout simplement parce qu'ils ont choco, les responsables régionaux. C'est pas trois choses. Ils ont choco, les responsables régionaux. Monsieur Eric Fopoussy, faites un déplacement au niveau de Feu Rouge Bessengue, pour parler de Douala. Avant le carrefour Bessengue, à 30 mètres avant le carrefour Bessengue, vous avez un dépôt de planches. Il y a une route, vous prenez le dépôt de planches là où les voitures prennent pour aller sortir à l'entrée de la gare. Vous longez tout droit, vous allez voir une école maternelle à votre gauche avec primaire, maternelle et primaire. Monsieur Eric Fopoussy, en caraboute, en forme rectangulaire. Si ça prend trop, c'est 90, c'est conçu, c'est 90 mètres carrés. Et ici, c'est trop, c'est 90 mètres carrés, avec des salles de classe qui se juxtaposent. Demandez-moi où est-ce que les enfants de la maternelle se divertissent, je vous dirai. Monsieur Eric Fopoussy, pour ceux qui ont été à l'internat, notamment dans les petits séminaires, comme le chef de l'État, ils savent que c'est lorsqu'on remet les bulletins en fin d'année qu'on dit qu'à partir de l'année prochaine, tel et tel, voici la liste des élèves qui ne seront plus admis à faire valoir, à suivre des formations chez nous en fin d'année. Monsieur Eric Fopoussy, pourquoi lorsqu'on libère les enfants des différents établissements scolaires, le ministère des enseignements de base ou des enseignements secondaires n'envoie pas ses commissions ou ses soldats, ses multiples brigades arriver dans l'établissement point de dire: chers enfants, comme vous êtes en train de partir, chers parents, vous qui accompagnez, sachez que cette école, à part compter de ce jour, est désormais fermée. Ne revenez plus payer la pension. Et n'oubliez pas qu'il y a des parents, lorsqu'ils viennent prendre les bulletins, payent directement la première tranche et les inscriptions. Donc quand les ministres font cette sortie pour dire on a fermé tel nombre d'établissements scolaires, quelles sont les mesures qu'ils ont prises? Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussy, il y a plus d'établissements privés que d'établissements publics. Allez à Bangaporo, allez dans certains quartiers comme à Bepanda, allez dans les quartiers comme Bonaberi, allez dans les quartiers comme Bamono, les lycées n'existent pas. Oui. Ou ça n'existe que de nom. La preuve, je crois que Tendance va vous faire un listing tout à l'heure des établissements, des lycées qui n'existent que de nom avec des proviseurs affectés. Monsieur Eric Fopoussy, on a fermé 60. Parmi les 60 l'année dernière, il y avait 25 qui avaient construit dans les marécages. Mais étrangement, leurs noms ont disparu. Ont-ils délocalisé les marécages? Ont-ils cassé leurs maisons, les établissements pour aller reconstruire ailleurs? Comment ça s'est passé, monsieur Eric Fopoussy? C'est un flou total dans lequel ces personnes s'en sortent. Et la dernière chose, un pays qui ne maîtrise pas sa démographie, finalement ne comprendra rien dans l'éducation et se retrouver à faire une navigation à vue comme on est en train de la faire. Avec les établissements scolaires clandestins qui sont fermés chaque année, et chaque année on revient avec le même problème parce qu'il s'agit là de la sécurité des apprenants, des élèves qui y vont, mais aussi de la qualité de la formation qu'on est en droit d'attendre de ces établissements scolaires-là. Et c'est peut-être aussi là un des gros chevaux de bataille de la ministre Nalova Lyonga en ce qui concerne clairement les enseignements secondaires. Alors, Tendance Cogné, quel est ton point de vue sur ce qu'on dit ce matin en dénonçant les établissements scolaires clandestins? Le disque est même réel. Chaque année, c'est la même chose. On devait m'avoir honte. Vraiment, ça nous... Pour un pays comme le Cameroun, là, c'est honteux. Le lycée que Charles avait parlé, c'est le lycée de Mbopi. Mon oncle enseigne là-bas. Ah bon? Ma fille.
Mon oncle enseigne au lycée de Mbopi, Père Bombo. C'est un bâtiment sombre. C'est où comment? Ce n'est pas un Mbopi, le lycée de Mbopi. Il y a le proviseur, mon oncle enseigne là-bas. Donc vous allez passer le temps à mentir aux gens. Vous mentez même. Mon frère, vous croyez que tous les Camerounais sont les aveugles? Nous ne sommes pas les aveugles. Maintenant, c'est que quand vous fermez, on est au courant. Mais quand vous ouvrez, personne n'est au courant. Donc le business que vous faites derrière, là, un jour, la vérité va triompher. Ce qu'il faut faire, vous ne faites pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est où vous faites. Vous vous moquez de qui? De moi? J'ai déjà parlé jusqu'à les rides veulent me tuer. Regardez une petite fille comme moi. Les rides sont en train de me finir sur le visage, ils ne comprennent rien. Tu vois comment ils ont perdu le poids, Eric? Le Camerounais me font perdre le poids. Je vous dois quoi? Je vous ai fait quoi? Vous méritez tout ça. Ils ont des problèmes, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a que je vous parle, vous ne comprenez pas? Toi, tu les écoutes, ils ont des problèmes. Je David doit parle parler à qui? Tous les jours, chacun me dit sa part. Les gens m'appellent. Les gens m'appellent parce que ayez même pitié de moi. Mon oncle qui est au lycée Bopila, papa, pardon, cette année, il va t'envoyer l'enfant. Je t'envoie l'enfant cette année. Si tu envoies un tweet à ton père, peut-être il te comprend. Comme ton père ne non, peut parce pas tout le que, monde. comme quand je parle souvent, papa dit que ma fille, tu suis bien les infos là. Je vais suivre jusqu'à quand? Tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur Twitter. Et tout le monde entier va voir. Je vais identifier mon père dedans. On identifie sur Twitter. Bien On sûr. identifie sur Oui, Twitter. bien sûr. Oui. Je vais identifier tous les membres du gouvernement dedans. Même notre ministre femme-homme, ceux qui avaient tapé les gens à Boyala. Bon, Son nom, en espérant que ça atteigne les 480 caractères, hein, parce que comment dire ça, 280 caractères, parce que Twitter a un nombre de mots qu'on peut oui, je vais publier la Elle femme sur WhatsApp. fait plusieurs posts. Je vais faire plusieurs posts. Ok, d'accord. Même sur Imo, je vais faire. Même notre ministre qui avait tapé les hommes là-bas à Boya. Les enfants à Boya, là, on l'appelle aussi Melalova Kyo. Elle a encore l'autre nom, Estarella ou c'est quoi. Elle a un nom d'une série là. Maman, tu vas voir ça. Parce que j'ai comme l'impression que depuis que nous on parle ici, peut-être tu n'entends pas bien, ou peut-être il y a les gens qui te disent. Non, la ministre est en train de faire un travail remarquable. Elle vient d'arriver, il faut laisser le temps qu'elle puisse implémenter sa politique. Et qu'on ne t'intoxique pas. Oui. Maman, qu'on ne t'intoxique pas, parce que tu connais que tu es une femme de poigne en bon français. Voilà, absolument. Tu es une femme de poigne, je t'aime beaucoup. Qu'elle me dit comme ça, on m'a dit que quand il aime trop faire la talakou, madame, on dit la ministre ou le ministre, c'est pas un moment. Les deux pour elle, comme je mélange. On m'a dit que tendance que tu es en train de faire la talakou, madame le ministre. Vous connaissez même les ministres qui connaissent dans ce pays, même s'il fait la talakou, ça fait quoi? Je vais faire. Mais surtout pour une ministre qui travaille bien. Oui. Il n'y a pas de mal à dire. Je vais te faire la talakou tous les jours. Madame Lyonga Nalova travaille très bien. Oui. Tout récemment, on l'a vu avec les sanctions prises contre ces différents agents dans l'enseignement secondaire qui faisaient des ravages. Donc, ça montre qu'il y a une bonne volonté de faire. On va laisser qu'elle travaille. Elle est en poste seulement depuis le 2 mars dernier. Donc, il faut laisser qu'elle travaille. Et c'est sa première rentrée scolaire. Il ne faut pas qu'on scolaire. l'intoxique. Parce qu'on connaît les Camerounais. Quand tu vas travailler bien mal, les gens vont chercher à être amis avec toi pour gâter ton travail. Fais tout, ton cœur doit être tout dur comme pour l'homme. Vous t'en sortir parce que les Camerounais aiment le fouet. D'accord. Vous aimez qu'on vous tape. Donc, s'il y a des délégués régionaux qui ont des parapluies et des godasses, qui sachent que Madame Lyonga va arriver très vite et que les choses vont se mettre en place pour que tout se laisser aller, se laisser faire ce laxisme, ou bien s'il faut reprendre ici un terme consacré par Charlemagne Bachou, que ces tripatouillages et ces cafouillages corruptifs soient clairement dénoncés et arrêtés pour cette rentrée scolaire. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision, l'émission C10-12 de Zénith. Nous sommes de retour dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de faire confiance à Equinox Télévision. Et pour cette deuxième partie, comme chaque matin entre 10h et 12h, nous allons entamer avec quelques messages que vous nous envoyez, mais également nous allons rapidement embrayer sur la revue des réseaux sociaux qui sera très riche et très dense, je vous préviens déjà. Alors, Florazé. Merci Rifop aussi. Kevin à Yaoundé pour cette seconde partie. Première réaction, il pense que comme on est dans le champion en plan d'urgence, il faudrait qu'on prenne un autre plan d'urgence pour réorganiser le secteur de l'éducation. Voilà, c'est vraiment honteux, je pense, Kevin à Yaoundé. Je vais juste dire qu'en ce qui concerne les établissements, il y a une école nommée Paradis des Anges à Douala. L'écrivaine Caliste Blial se plaint tout le temps de cette école qui n'a pas de structure appropriée pour accueillir les enfants, mais c'est toujours
d'actualité, toujours ouverte. Le procès en justice. Tout à fait. Le procès est actuellement en cours et c'est quand même assez embêtant pour ceux qui vivent, qui sont voisins, qui sont riverains de ces établissements scolaires. Souvent, on se demande, parce qu'il y a un bruit, il y a un vacarme incroyable, et je peux vous dire que si vous êtes à proximité d'une telle école, vous devez vous armer de beaucoup de patience et de beaucoup de pondération pour ne pas péter un câble, entre guillemets, je m'excuse du terme, pour vous dire que c'est très fort ce que l'on peut ressentir comme frustration. Et je pense d'ailleurs que c'est dans les formalités de création au Bengan de ces écoles-là, il est prévu qu'il y ait des espaces qui permettent de couvrir ces bruits-là, quelle que soit l'activité qu'on mène. Parce que normalement, une école n'est pas censée faire du bruit. Absolument. Une école, c'est un cadre d'études, d'échange. Donc, c'est quand même assez incongru qu'on ait autant de bruit dans les écoles. Ça veut dire que soit il n'y a pas assez d'enseignants et on laisse les enfants comme ça dans l'oisiveté. Et donc, ils n'ont que deux choses à faire, c'est de pouvoir faire du bruit. Soit les activités post- et périscolaires sont faites soit dans la rue, soit dans des espaces qui ne sont pas appropriés, pour que les bruits ressortent avec autant de persistance pour le voisinage. Donc voilà pourquoi l'enjeu ce matin reste très fort, c'est que l'État ne soit plus laxiste en la matière et qu'on punisse de manière définitive ces gens-là qui ne respectent pas la réglementation. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons eu les états généraux de l'éducation. Les résolutions des états généraux de l'éducation n'ont même pas été considérées au 1/5. Quand on cherche comment dépenser l'argent dans ce pays, on organise des états généraux de la communication, états généraux, ceux qui n'ont pas encore trouvé un concept. De l'emploi. L'état généraux de l'emploi, états généraux de forum, et maintenant c'est l'état généraux du sport. Du sport. Monsieur Eric Fopoussi, je crois et je maintiens ferme et mordicus là-dessus que si la ministre, Madame la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, voulait travailler, elle devait descendre dans les différentes zones, établissement par établissement. Mais il y a aussi un fait qu'il faudrait prendre, monsieur Eric Fopoussi, c'est que l'État a reculé. Il y a des zones où il n'y a pas d'établissement. Toute la zone de Douala 3e compte le nombre d'établissements scolaires qu'il y a, d'établissements publics. Vous allez vous rendre compte que c'est le privé qui a pris l'espace. Nous, on attend depuis qu'on procède à l'homologation des prix. Monsieur Eric Fopoussi, dans le secteur privé. Vous n'allez pas me dire que pour payer la maternelle, vous payez la maternelle à 200 000. Vous regardez les locaux là, vous payez même 200 000. La qualité d'eau, la prise en charge des enfants. Mais vous, on paye 200 000. Et madame le ministre là est dehors. Vous avez des établissements à Bonabéry. Vous descendez à Bonabéry, on vous dit que la pension là-bas c'est 162 000. Qui enseigne? Aucun d'eux n'a le diplôme. Aucun d'eux n'est sorti de l'école. C'est les cousins, les frères du promoteur qui se retrouvent. Mais il faut qu'on arrête ça. Vous parlez d'établissements scolaires à Douala. J'ai été, moi, témoin il y a quelques jours d'un établissement scolaire où je suis allé. Il y a une broussaille énorme. D'abord, première chose, les classes sont construites en matériaux provisoires. C'est où, monsieur Fopoussi? Je ne vous dirai pas où ça se trouve. Pardonnez-moi. Mais il y a des herbes, première chose. C'est-à-dire, le réflexe que j'ai eu, c'est de dire, mais si un serpent sort de la broussaille et cause un incident irréparable à un enfant dans ce stade de classe, qu'est-ce qu'on va dire? L'infirmerie. Qu'est-ce qu'on va dire? L'infirmerie n'existe pas parce que j'ai fait l'effort de faire. Les enfants sont assurés. Les enfants sont assurés. Les parents payent l'assurance pour les enfants. Non, je veux dire, quand on construit les salles de classe, on doit faire l'effort de les rendre hermétiques, de les rendre fermés. Qu'est-ce qu'il y a de construire avec des planches et de les espacer et qu'un enfant est dans une classe et ses pieds se retrouvent à l'extérieur de la classe? Non, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. C'est un établissement où il faut passer par le marché. Je veux dire que le marché est carrément devant l'établissement. Il faut filer. Il faut filer. Sainte-Agnès. Non, mais c'est la réalité. Monsieur le Fopoussi, nous ne sommes pas ici là pour faire la langue de bois. Disons les choses telles quelles. Si madame le ministre, vous l'avez applaudi tout à l'heure, elle travaille bien, vous êtes tendance. Qu'elle travaille bien, elle est ceci. Madame le ministre, pour moi, vous ne travaillez pas. Descendez, fermez ces différents établissements. Vous voyez ici à départ de monsieur le Fopoussi, Grand Moulin. Grand Moulin, il y a combien d'établissements à Grand Moulin? Vous voyez les enfants sortir tous les jours avec les tenues rouges, avec le professeur qui est sur la route.
à dire aux enfants, restez sur la chaussée, restez en file indienne, à laquelle marchez tout doucement. Monsieur le Fopoussi, arrêtons ça. Vous avez l'établissement ISB, où les élèves disputent avec les enfants du secondaire. Vous avez l'école de... Mais attendez, il faut dire la vérité, les enfants vont le sport où? Alors, première chose, ça c'est pour la défense de Madame Nalova Lyonga. Elle est en poste depuis seulement le 2 mars. Donc, en septembre prochain, ce sera sa première rentrée scolaire. Mettez devant votre pupitre, mettez le pupitre que porte-parole de Nalova Lyonga. Je ne suis pas son porte-parole. Mais vous n'avez pas dit première rentrée. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 6 mois, monsieur le Fopoussi. Merci beaucoup, Flora. On ne peut pas. Elle est venue, il fallait préparer les examens officiels. D'abord, elle a pris l'année scolaire en cours. Gérer l'examen, est-ce que l'eau va couler? Est-ce que les gens vont composer dans... Est-ce que avec ce que Flora a développé tout à l'heure, il y a l'OBC qui ces établissements qui étaient clandestins, mais qui ont envoyé... Il y a l'office du baccalauréat. Vous voulez déjà vous supplanter l'office de baccalauréat? Non, mais justement, puisqu'elle dit maintenant que dorénavant, il faudra envoyer l'argent de manière électronique. C'est elle qui supervise. Ça, c'est une réflexion. Nous, on a besoin de sécuriser la pensée, le cerveau. Parce qu'un enfant bonbon, c'est comme est comparable à une feuille blanche sur laquelle on écrit avec du stylo. On ne s'amuse pas avec ce qu'on va mettre dans les Je suis d'accord avec vous, Charles Amel, mais quand vous dites Nalova, moi, c'est sa défense que j'ai prise là, pour le cas précis. Maintenant, qu'elle nous dise, elle a sorti une soixantaine, lycée de soixantaine. 53, voilà, 53. Qu'elle est ferme, effectivement. Et que les parents sachent que ces établissements sont fermés. Et même si on inscrit les enfants, ils ne seront pas amenés à présenter les examens officiels. D'accord, tendance. Mais, je sais que quand elle veut parler, les gens m'ont dit que c'est celui qu'elle a vu tendance, c'est celui qu'elle t'a vu. Même si elle me voit. La femme homme là, quand est-ce qu'elle est même dans nos choses? Elle n'est même pas dans nos choses là. Les gens m'ont dit que je la supporte. Elle est d'une... Non, d'abord, la première chose, elle est d'une rectitude. Non, madame la ministre d'enseignement secondaire est d'une rectitude. Monsieur Fopoussi, vous me Non, mais je vous le dis, parce que... Non, Chalamel, il y a quand même dans ce pays des gens qui ont des états de service. Et on juge les gens sur Madame la pasteur. Non, je parle de leur CV et de ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, de ces éléments-là, je peux vous dire qu'on doit laisser le temps. Je vous assure que je serai le premier, dans les 6 mois à venir, si effectivement ces 53 établissements sont fermés, de vous dire que là, madame la ministre, pour le coup, vous avez échoué. Donc, monsieur Fopoussi, je vous prends un établissement. Oui. L'établissement où c'est le collège Père Mathieu. Vous savez que sur les bébés, on a fermé. Avant les bébés, le ministre, avant les bébés, a fermé. Mais Père Mathieu à Yaoundé. Vous savez que dans la liste encore de la Lova, on a encore remis le Père Mathieu. Oui. En attendant sa descente sur le terrain, en attendant qu'elle descende sur le terrain, résoudre ce problème. Le mois prochain, c'est la rentrée scolaire. Je suis prochain, oui, d'ici quelques jours. Les parents, en attendant que notre ministre descende sur le terrain, les parents doivent prendre soin des enfants tous les matins. C'est-à-dire, point d'interrogation, les enfants doivent d'abord se mettre à l'aise avant d'aller à l'école. Parce qu'il y a les toilettes, il y a des établissements où il y a les toilettes, franchement, qui sont sales. Tu te rends compte comment tu souffres sur un enfant, arrivé à l'école, demain l'enfant revient, maman, j'ai mal ici, maman, j'ai fait ceci. Non. Vous allez prendre le soin que les enfants se mettent à l'aise le matin. Ils partent d'abord au sel. Ils se lavent bien les mains. Vous leur dites ce qu'ils vont faire à l'école. Parce qu'il y a les toilettes qu'on n'a même pas encore nettoyées. D'accord. Parole de mamie Gigi. D'accord, c'est bon, tendance. Alors, pour être complet sur ce sujet et avec la séquence consacrée au message, je dois vous dire que ce collège Père Mathieu dont parle Charles Amel à Yaoundé, clairement, est dans un état très critique. D'ailleurs, j'y étais le week-end, il y a un week-end, pour avoir été un voisin de ce établissement-là. Je vous ai pris seulement cet exemple. Voilà. Mais je pense que ça va être aussi l'un des juges de paix de la volonté ministérielle de réellement battre et surtout lutter contre ces établissements scolaires clandestins. Alors, Florazé, avec vous, on va aller tout de suite sans transition, même si les messages me semblent importants, mais on va revenir. Voilà les revues, la revue des réseaux sociaux. Oui. Merci Eric Fopoussi. Oui. Nous avons 3 informations pour ce début de semaine. Alors nous parlons notamment de cette polémique aussi qu'il y a autour de la conférence sous le dialogue de la crise anglophone. On le rappelle, initiée par le cardinal
Christian Toumi. On rappelle que les chefs religieux donc appellent le pouvoir central à ouvrir dans l'urgence un dialogue dans la perspective aussi de trouver des solutions à la crise qui s'enlise, on le rappelle, au jour le jour dans les régions du sud-ouest, nord-ouest du Cameroun. Et puis le cardinal a donné sa position. Il pense que le moment est venu de mettre fin à cette guerre. Et puis il dit: nous voulons servir de facilitateur entre le pouvoir et les sécessionnistes. Certains, vous voyez, sur la toile, estiment que les positions du cardinal ne sont pas toujours, n'ont pas toujours été de nature apaisante. Ça, je réitère ce qui est dit sur la toile. Et puis, puisqu'on parle de la crise anglophone, Eric Fopoussi, et puis justement de ces violences qui continuent de persister, on a également vécu ce week-end dans cette évasion dans la prison de Ndop. On est dans le nord-ouest, 163 détenus qui sont donc évadés de cette prison centrale Ndop dans le nord-ouest, je le rappelle. Et puis, c'est en but à des revendications de sécessionnistes. Hein. Ils sont donc évadés dans la nuit de samedi à dimanche pour revenir sur les faits. Et puis, selon le préfet de Ngoke Tunja, il s'agissait justement des assaillants qui ont environ une cinquantaine, qui ont donc défoncé les portes de la prison avant de mettre, on le rappelle, le feu à tous les bâtiments. Depuis le début de cette crise, on le rappelle, c'est quand même l'un des actes les plus forts qui est donc posé, puis terrifiant, parce que jusqu'à l'heure où on parle, on n'a pas encore réussi à mobiliser les détenus et évader. On rappelle quand même que les autorités demandent la collaboration de la population afin d'identifier tous ces fugitifs. Eric Fopoussi. Alors, c'est bien que vous ayez cumulé les deux informations ce matin, parce qu'on a souhaité montrer à ceux qui nous regardent sur Equinox ce matin que pendant que les gens s'écharpent sur l'opportunité ou non de la tenue d'une conférence générale anglophone, sur le terrain, il y a un réel problème. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. À un moment donné, les gens s'érigent en combattants anti-action. Des gens veulent agir, mais on leur interdit d'agir. C'est ce qui se passe. Souvenez-vous, Benga, lorsqu'on avait ici évoqué l'annonce de cette conférence-là, nous étions à épiloguer sur est-ce que le gouvernement, au sorti de la conférence, va prendre en compte les résolutions, en oubliant même que le gouvernement pourrait ne pas être d'accord que cette conférence se tienne. Et d'ailleurs, on le voit, même si officiellement il n'y a pas eu d'action pour le coup, mais lorsqu'on voit ce que le maire de Boya dit, lorsqu'on voit ce que M. Thiraud m'a dit, on sent bien qu'il y a un désaccord, il y a bien une volonté de faire obstruction à cette conférence générale anglophone. Et j'ai même entendu des hommes politiques dire des choses horribles sur la personnalité de son éminence, au cas Christian Toumi. C'est extrêmement grave qu'on en arrive à une telle violence de mots dans un pays qui est en proie aujourd'hui à cette souffrance dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, absolument. Et je vous avais dit à l'époque que moi-même, je mettais des doutes que le gouvernement et même le chef de l'État puissent, j'allais dire, saisir cette main tendue, cette volonté des leaders religieux à aboutir à la paix. Précisément parce que nous ne nous posons pas la question principale. Comment isoler les sécessionnistes? Moi, je pense que si on pose cette question de cette manière-là, vous allez vous rendre compte que le cardinal Toumi et ses amis religieux ont eux aussi une faction des anglophones qui leur dit mais vous n'allez pas organiser cette conférence ici, nous on veut en découdre avec la République du Cameroun. Vous aurez au même moment malheureusement du côté gouvernemental des gens qui vous ont dit mais Toumi lui-même il est même l'autorité morale de ces gens. Pourquoi il demande à mettre l'armée et les sécessionnistes au même niveau? Vous voyez, donc c'est-à-dire que ceux qui recherchent la paix sont entre deux feux. Au même moment, c'est-à-dire au même titre que les dites populations des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont entre deux feux. Oui. Comment poser donc le problème? Il aura besoin de... Oui, mais nous qui ne voulons pas la partition du pays, on fait comment? Oui. Je pense qu'on doit poser cette question de cette manière-là. Oui. On fait comment? Nous ne voulons pas la partition du Cameroun. Oui. Donc, on dit isolons ceux qui veulent la partition du pays et ils seront en leur rythme. Ils seront en minorité. Ils seront réduits. Oui. Ils seront réduits et leurs actions également. Les mettre voilà en minorité. Maintenant 160 détenus qui ont été libérés. On dit là-dedans qu'il y en avait
sûrement qui étaient des détenus ayant commis des exactions. Ça veut dire qu'ils ont rejoint le camp, sûrement avec d'autres. Parce que officiellement, on nous dit qu'il y a certains détenus qui ont dit que oui. Nous, on considère qu'on est prisonnier, même comme on a cassé les portes. Et pas seulement, puisque imaginez que vous ayez porté plainte contre quelqu'un et qu'on l'ait condamné, alors qu'il sorte comme ça, il va venir se venger sur vous. Il va se venger sur vous. Donc, trop de sang a coulé. Comment faire pour que les Camerounais qui pensent qu'il faut stopper? Et pourquoi les gens estiment que c'est le chef de l'État seul qui est le sauveur du pays? Non, c'est d'abord les institutions, c'est les citoyens, les institutions, et lui après. Il est comme tout citoyen qui peut donner des propositions. Et vous avez vu la première qui n'a pas donné, qui n'a abouti à rien, permettez l'expression, précisément parce que l'un des membres de cette commission, David Aboué-Machoyi, lui avait dit: vous m'avez nommé, j'accepte. Voilà. Mais ce n'est pas pour résoudre le problème anglophone, la commission du bilinguisme. Alors, l'une des raisons qui sont évoquées par les tenants du camp anti-conférence générale des anglophones, ils disent qu'elle est inopportune en raison de la proximité avec l'élection présidentielle et que l'élection présidentielle peut servir de cadre de débat pour sortir de la crise. Non, l'élection présidentielle ne peut servir, j'allais dire, de cas de débat pour sortir de la crise que si on intègre ce que nos frères anglophones veulent. Et c'est d'ailleurs à l'honneur, j'allais même dire que ce que proposent les religieux est à la suite de ce qu'avait proposé lui-même Paul Biya en 1993 avec la All Anglophone Conference, qui s'est encore revenu en 1994 à Buea. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui ça a évolué puisque la situation s'est empirée? Que pensent mes frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, qui se réunissent, qui nous disent? Et là, on verra dans le débat justement, où l'élection présidentielle aura lieu le 7 octobre. Donc on a tout le mois de septembre pour, j'allais dire, développer dans la campagne électorale ce qui sera retenu, ce qui sera sorti de cette conférence-là. Ok, bon. Alors, Charles Aben Bachou, il y a, et ça c'est grossier, c'est inacceptable en République, des gens qui pensent que cette conférence générale anglophone est une conférence sectaire et qu'il aurait mieux valu pour ces cadres religieux hautement illustres de faire rentrer tout le monde dans cette conférence et de ne pas la sectariser uniquement aux anglophones. Monsieur Éric Fopoussi, si vous avez compris l'expression sous le haut patronage de son Excellence Paul Biya, si vous avez compris cette phrase, depuis son introduction, vous aurez compris que tout commence, tout fonctionne et tout ne s'arrête que tout autour d'un et un seul individu, le chef de l'État, qui est une institution qui est devenue aujourd'hui un mythe pour la République. Monsieur Éric Fopoussi, j'ajouterai encore à cela que les victoires seront celles du gouvernement et non celles des individus. Si les gens ne l'ont pas compris, qu'ils les mettent définitivement dans leur crâne, pour parler trivialement, qu'ils les mettent dans leur crâne. On a vu la situation avec Boko Haram. L'État a toujours considéré cela comme étant sa propre victoire et d'ailleurs, toutes les sorties du chef de l'État vous l'ont renvoyé. Le gouvernement n'est pas conscient que tous les envoyés ont échoué. Président de la commission Ceci, commission Philémon Yang, commission Peter Mafani Moussongue, commission Garga Amanadi, commission... Ils ont fait plus de 250 tours. Ça a échoué. Monsieur Éric Fopoussi, nous n'allons pas plus loin. Nous avons eu donc le fameux plan d'aide qu'avait voulu lancer le SDF pour les déplacer et tout. Vous avez vu qu'ils ont été court-circuités. Ils n'ont pas obtenu de visa. Et quelques jours après, le gouvernement a lancé le plan d'assistance humanitaire. Vous voyez là, on est en train de se retrouver avec les premières phases et tout ce qui est en train d'être dit. Alors posons la véritable question. Est-ce que c'est le cardinal Toumi, longtemps évincé, écarté de cette histoire, qui fait problème? Il faut se poser la question. Parce que pendant longtemps, on a dit, associer le cardinal Toumi, lui-même s'est proposé au niveau du gouvernement que je suis prêt à aller pour le dialogue. On l'a toujours mis à côté. Le gouvernement, de l'autre côté, dit on va dialoguer avec qui? Aujourd'hui, que les individus sortent en disant nous voulons discuter, mais on dit mais ce n'est pas vous.
Ce n'est pas vous. Regardez les propos qui ont été tenus, que ce soit par Bandakani, que ce soit par, comment vous l'appelez, avec tous ces individus qui sont sortis, enfin ces politiques qui sont sortis, pour tenir à l'endroit du cardinal. Ou est-ce qu'ils étaient pour ne pas proposer une telle idée? Alors je crois que je vais me rallier à ce que Mbombok a dit. Il faudrait véritablement qu'on essaie de voir qui finalement est en train de bloquer le dialogue. Est-ce que c'est les religieux, ceux qui se proposent, ou bien c'est ceux qui sont en face, c'est-à-dire le gouvernement, qui se proposent à le faire? Est-ce que de l'autre côté aussi, qu'on peut prendre les anglophones, et je finis par là, est-ce que les anglophones n'ont pas peur aussi au niveau de la composition de ce groupe de négociateurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des infiltrés? Je crois que des deux côtés, il faudrait véritablement... mais je peux vous dire que déjà, il y a des organisations sécessionnistes qui ont déjà envoyé des menaces au cardinal Christian Toumi. Donc, il n'y a pas que le gouvernement qui tire sur son initiative. Des deux côtés, il prend les coups parce que personne ne veut d'ailleurs que ça aboutisse à un bon négociateur général. Et j'ai entendu, là encore, au sein des tenants de cette on va dire anti-conférencisme primaire, pour rester dans le cadre de ce que certaines personnes évoquent comme terme de référence au Cameroun, pour dire que Christian Toumi arrive avec sa conférence de presse au moment où les sécessionnistes sont presque vaincus sur le terrain. C'est ce que j'entends. Ah bon? Sur le terrain. Avec les compinants, et que cette conférence permettrait de les légitimer et leur redonner encore plus de force. C'est ce week-end, on a eu un contingent de personnes qui fuyaient Compina. Je vous dis que c'est pourquoi on en a jubilé les deux informations. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit au départ que c'est bien qu'on ait cumuler les deux informations pour qu'on comprenne la gravité de la situation. Tendance. Je suis pour la paix. Mamie Juju, faites parler vos cœurs. Vous croyez que le sang qui se verse là, la guerre nous détruit seulement? Faites parler vos cœurs. Laissons qu'il y ait la paix dans notre pays. Ayez même pitié de nous. Ayez pitié de vous-même. Vous voulez même quoi à la fin? J'avais dit sur le plateau que la conférence là, ne faites pas comme ça, la dernière minute vous changez. On a cru que tendance que je parlais pour blaguer. Parce que souvent quand je parle, les gens croient que je blague. Je suis une fille, je vois. Je suis une voyante. J'ai vu ça venir depuis. Papa, ayez même pitié. Je vais me répéter en disant que faites parler vos cœurs. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de notre pauvre pays. Le Cameroun de Samuel Otefe et de Roger Mila. L'image de notre pays est sabotée partout. D'accord. Voilà la canne que vous gâtez déjà. Vous gâtez. Les gars vont un peu venir jouer au Cameroun. Parce qu'on va dire un pays où il y a toute la guerre. C'est notre image qui est dehors. Voilà, très bien. On va sortir de ce sujet et j'aimerais, pour être complet, dire à tous ceux qui publient, parce que j'ai ouvert mon Twitter ce matin, j'ai failli en vomir. Il y a tellement d'images violentes de sang. C'est pas possible. Donc, les gens qui font des instrumentalisations sur Twitter, attention, il y a tellement d'images dans ces régions-là, de sang des ballons qui gissent sur le sol avec beaucoup de sang. Bon, il faut dire clairement que ça ne participe pas à conforter et à consolider la paix. Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, encore en politique, avec le SIF au cœur même de l'élection présidentielle. Et puis ce week-end, on le rappelle, à Bamenda, en session extraordinaire, c'est donc réuni le comité exécutif du Social Democratic Front pour débattre et examiner aussi les questions liées à l'élection présidentielle. Et puis au sortir de là, on a quand même eu quelques résolutions, en fait. Le SDF demande à Elecam d'informer les Camerounais quand il est encore temps justement sur les solutions prises, notamment sur les problèmes de vote des déplacés internes, des réfugiés. Également, ils veulent que conformément à la loi, retirer tous les bureaux de vote illégaux, notamment ceux des casernes militaires, du palais présidentiel, et puis même des parents des palais royaux, Eric Fopoussi. Et puis également, entre autres, mettre en place une commission, pourquoi pas spéciale, au fin d'amener Elecam à respecter toutes ces, surtout
la loi. Voilà donc autant de résolutions en fait qui ont été mises sur la table par rapport en lien avec ce congrès extraordinaire donc qui s'est tenu ce week-end à Bamenda. Eric Fokoussi. D'accord. Alors, bon, Bengan, est-ce que le SDF n'est pas en train de soulever là la question de la tenue d'une élection juste et transparente en demandant à Elekam de respecter la loi, notamment sur les bureaux de vote dans les casernes militaires, le palais présidentiel et les palais royaux? Le SDF a toujours milité pour la consolidation d'une société démocratique dans notre pays. Et ça commence par les institutions de la République. Si le citoyen ne se reconnaît pas ces institutions, c'est le désordre, c'est l'incivisme, c'est tout. Or, une République ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi faudrait-il que les citoyens interpellent un organisme comme l'ECAM pour lui dire, mais ne faites pas les bureaux de vote dans les casernes militaires. Ça saute aux yeux. Pourquoi le faire? Et maintenant... Le code électoral de 2012 l'interdit. L'interdit. Oui. Et là, même dans les chefferies traditionnelles. Que font on ira voter dans les chefferies qui sont auxiliaires d'administration? On dit l'élection est neutre. Et maintenant, alors... Et quelle l'opportunité de faire des bureaux de vote au palais présidentiel? Voilà. Et pourtant, c'est le président pour lui avoir voté à l'école de Depuis son illustre prédécesseur, Amadou Ahidjo, lui-même, même à l'époque du parti unique, il n'a jamais voté au palais. Oui. D'où vient cette idée de créer un bureau de vote au palais de l'unité? Ce n'est pas possible. D'abord, le président n'est pas invalide. Il a tout ça. Donc, il peut se déplacer. Même à pied. Oui. Il a la possibilité de se déplacer. Qu'est-ce qu'il y a à faire cette chose-là? Je veux dire, ça veut dire qu'en fait, il y a des caciques au sein de certaines institutions de ce pays qui veulent le feu dans ce pays. Moi, c'est ce que je comprends. Et j'avais dit un jour ici que moi, je pense que parmi les institutions qui sécrètent la crise, peut-être il y a la présidence de la République. Pourquoi là même on ne pouvait pas rejeter ça tout de suite? J'allais dire le secrétaire général de la présidence de la République qui est le patron j'allais dire des activités qui s'y mènent. Oui. Parce que le grand patron c'est le président, mais pour les autres activités c'est le secrétaire général de la présidence. La présidence, oui. Qui doit dire le même patron de la machine administrative. De la machine administrative là-bas. Oui. Il peut même dire j'allais dire au chef d'état-major de la présidence de la République, mais vraiment, voilà, il fait des propositions en disant non. Oui. Et même au directeur de cabinet civil que à cette allure-là, non. Absolument. Ici, c'est une institution. Voilà. Puisqu'on ne vote pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un bureau de vote au sein de l'Assemblée. Il n'y a pas un bureau de vote au sein du Sénat. Au Sénat. Voilà. Ni même dans les palais de justice, voilà. à la Cour suprême. Ou dans les palais de justice, à la Cour suprême. À la Cour suprême. Voilà, donc tout ça c'est interdit et c'est là peut-être aussi l'action que mène le SDF. Alors Florazé, avant que Florazé Tendance va dire un mot sur ce que le SDF demande à Elekam de faire, donc de retirer les bureaux de vote. Parce qu'il y a même une liste là, Florazé. Je ne sais pas si vous avez la liste des bureaux de vote, la liste des bureaux de vote qui sont ici envoyés par le SDF. Les bureaux de vote que le SDF souhaite qu'on retire définitivement. Oui, Tendance. Il dit qu'on retire pourquoi? Tout parce que papa a dit qu'il y a le trop. C'est interdit dans la loi. Donc on ne doit pas... Les militaires, s'ils veulent voter, il y a les écoles publiques à côté. Mais cette année, il a changé d'avis. Le problème est où? Moi, il n'y a aucun problème. Je sais que vous dites ça parce que comme le père dit qu'il ne peut pas aller voter à l'école publique de Bastos. Chaque année, il a souvent voté là-bas. Pourquoi ça vous énerve maintenant? Bref, en tant que citoyen camerounais, selon toi, tu crois que je pouvais laisser mon père pour supporter les autres? Non, selon toi, tu croyais que je pouvais... Non, le véritable problème du palais présidentiel, c'est pas que le vote à l'école publique de Bastos. Le problème, c'est qu'on sait tous que ceux qui y sont ont peut-être une obligation morale, je sais pas, les chiffres, je veux dire, il y a quand même un gros doute qui pèse. Aller voter contre le président au palais présidentiel, c'est ça le véritable problème. Bulletin de vote de Cabra Libi, de Joshua aussi, qui a voté au Camto ici, au palais présidentiel par exemple. Donc il y a un gros souci sur la neutralité, sur l'effectivité de cette élection, de ce processus électoral. La question même selon la loi, est-ce qu'on respecte la loi ici au Cameroun? Oui, on ne respecte pas la loi.
Au Cameroun, on ne respecte pas la loi. loi. On doit respecter Dans la loi. certains pays, on respecte. Mais au Cameroun, il y a la loi qu'on ne respecte pas. Mais on doit respecter la loi. Oui, je voulais poser la question de savoir qu'au niveau de la présidence de la République, en termes de personnel, ça représente combien en termes de personnel pour qu'on installe. Et s'ils se déplacent tous pour aller à Bastos, ou s'ils se déplaçaient tous pour aller à Bastos, où serait le problème? Et en plus, ils n'habitent pas là-bas. Voilà, ils n'habitent pas à la présidence. Ils sont dans des quartiers. Il n'y a pas eu un bureau d'inscription sur la liste électorale de ce côté pour qu'ils se retrouvent. Donc, moi, j'estime qu'il faut délocaliser véritablement et qu'ils se retrouvent à des postes qui seront contrôlés, évidemment, par les différents scrutateurs. Tous ceux qui viendront, qui vont devoir contrôler les différents votes. Là-bas, la présidence, il y aura une possibilité dans les casernes. Qui va contrôler? Voilà. Hein, en cas de tripatouillage, qui peut lever la bouche pour dire qu'il y a eu tripatouillage à la présidence? Parce qu'à la garde présidentielle, il y a, je veux dire, ce serait quand même assez courageux pour quelqu'un de remettre en cause, oui, de remettre en cause la sincérité du... Sans recevoir la crosse sur le visage. Vous, le représentant du SDF là, voilà. Votre procès verbal, donnez vos PV ici. Bon, signez vous-même que ça, là, c'est signé ici. Pour ceux qui sont allés au palais présidentiel, vous dites, juste y entrer, c'est un protocole. Non, je veux dire, c'est comme si là-bas, il y a un air différent. Et vous dire que il y a comme un esprit qui vous domine. C'est-à-dire que c'est compliqué. Parce que les procédures auxquelles vous êtes soumis d'abord, tuent en vous tout esprit de lucidité. Moi, je parle là-bas constamment. Alors, Flora, donc j'imagine un peu pour les scrutateurs de ces partis politiques-là, ce qu'ils pourront y faire. Alors, Flora Zé, oui, allez-y avec la troisième information, je vous en prie. Oui, d'accord, il faut pousser la troisième information. Continue de faire le buzz sur la toile. Et puis, on s'interroge aussi sur le dernier post de Patrick Ngagnan qu'il a donc fait sur Facebook. Et puis je vais relater, hein, c'est-à-dire il dit pourquoi Joshua Oshi perd le ton à Elekam. Et puis certains également s'interrogent, est-ce que Joshua Oshi est-il un candidat à craindre pour le scrutin, le prochain scrutin, je rappelle le 7 octobre prochain. Il a donc dans son poste fait un bon nombre de réclamations, notamment où il demande à Joshua Oshi de présenter son attestation d'abandon de sa nationalité suisse et bien d'autres. Eric Fopoussia, le langage également est très terre à terre. Bref, c'est un acharnement sur Joshua Oshi, et puis certains estiment que si ce poste est vraiment de Patrick Ngagnan, alors il est désormais, ou alors évident qu'il marche pour certains membres, justement quelques adversaires de Joshua Oshi à cette présidentielle. Certains estiment que il devient comme une sorte de babadologue, aérien et autres. Bref, on ne le comprend plus très bien, on ne l'a pas très bien saisi dans cette position qu'il a donc eue à travers des propos envers Joshua Oshi. D'accord. La guerre, elle est... Alors, il faut dire que cette pré-campagne électorale est très violente. C'est le moins que l'on puisse dire ce matin. Il y a une violence verbale, il y a une violence des attaques qui fait en sorte qu'on est en recherche des choses qui font sensation. Alors, il faut déjà dire que Patrice Ngagnan, il a plusieurs fois sur sa page soutenu Maurice Kamto, il faut le dire. C'est pas un secret, c'est clair. Il a pris position. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont demandé au MRC de se désolidariser de ce soutien un peu encombrant. Parce que vous savez, Patrice Ngagnan, c'est un personnage sulfureux, il est trop controversé quand même. Hein. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit du président de la République et cette balle qu'il mettrait, ce qu'il a dit de Chantal Biya, la première dame. Donc c'est pour dire que c'est un personnage controversé. Et là, il tire sur tout ce qu'il bouge, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il tire sur le pouvoir en place, il tire sur l'opposition. Bon, Bengan, comment vous appréciez cela? Parce qu'il est quand même invraisemblable que Joshua Oshi, soyons honnêtes, qu'il était député à l'état suisse. Voilà. Non, mais vous qui étiez à l'école... Nous n'avons pas de ministre français. Vous qui étiez à l'école, vous savez bien qu'il existe un courant de pensée qu'on appelle les anarchistes. Oui. Bon, il peut peut-être s'inscrire dans ce courant-là. Mais toujours est-il que Joshua Oshi, c'est un député. Oui. Est-ce que là, j'ai jamais été candidat à la députation, mais est-ce que on ne vérifie pas la nationalité quand on veut? Parce que je me rappelle également que Mongo Betty, sa candidature avait été rejetée lors des législatives de mai 1997 parce qu'il ne bénéficiait pas de nationalité camerounaise.
Bon, si on a accepté sa candidature aux députations, et je pense que ça veut dire qu'il a renoncé à la nationalité suisse s'il en avait. Donc, je ne trouve pas de problème. Maintenant, on restera, il est comme de nous dire, je parle la semaine prochaine. Oui, si d'ici le 8 août. Et qu'elle dénonce tous ceux qui ont une double nationalité comme candidat, parce qu'il n'est pas seul. Si jamais les cas nous démontrent qu'il a une double nationalité, il n'est pas le seul. Il faudrait qu'on puisse présenter et que les autres puissent renoncer, abandonner. Moi, je ne vois pas le mal, M. Eric Fopoussi, à une sortie comme celle d'un Ghana. Je ne vois pas, parce que bien avant, je crois que Joshua aussi a fait une sortie, là où il a présidé, il tenait 2 passeports. Je pense que vous avez bien vu ça sur Facebook, là où il essayait de retracer son historique. Je l'ai aperçu sur la toile. Non, c'est un photomontage. Je dis, j'ai aperçu. A toujours dit qu'il n'a pas de nationalité. Non, nous sommes sur la page de la toile. Permettez-moi de décrire, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'à la fin. J'ai vu au Internet deux passeports sur les réseaux sociaux. C'est vous qui m'apprenez là-dessus. Je ne fais que commenter. Je ne fais que commenter. Et là, tu y avais un commentaire, parce que c'est à la suite de ça, il y avait un commentaire là où il disait, ma maman est ici, mon papa est ça, je suis camerounais, je suis ici. Donc, je pense que c'est de nature. On peut le prendre sous ce pied. Certains vont dire que c'est un, comment vous appelez, c'est une cabale qui est montée désormais contre Joshua aussi. Mais je pense que ça, Joshua ici à son cabinet de communication, de pouvoir faire une sortie pour le repréciser. C'est des reprécisions qu'il faut la peine, parce que vous savez, l'élection se joue, monsieur Eric Fopoussi, la répétition est la mère de toutes les écoles. La répétition est la mère de toutes les écoles. C'est à un détail près que se jouent les élections. Un détail près. Vous pouvez l'avoir dit en 2010, que celui qui tombe sur la toile prend cela pour vérité. Il prend cela à l'instant pour vérité. Il n'a pas fouillé. Donc je pense qu'il y a un cabinet. Il y a un cabinet de communication qui devrait veiller à ce que de telles informations soient constamment battues en brèche. On le voit dans le cas de Campton, on le voit dans le cas de Cabral Libé, on le voit dans le cas d'Akeremouna. Pour un peu qu'une information erronée est donnée, à l'instant, le cabinet se met en place pour pouvoir essayer de présenter. Mais l'information sur la nationalité, moi je leur conseille de ne plus revenir dessus. Voilà, dès lors que si sa candidature est acceptée, parce qu'il est camerounais, qu'il ne revienne pas dessus. Qu'on va même dire qu'il a 1000 nationalités. Non, mais sauf que le piège derrière, c'est qu'on veut faire croire aux gens que Joshua, justement ça se joue en détail. Que Joshua aussi est apparenté au gouvernement et qu'il voilà. un candidat. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça se joue en détail. Il peut les absorber dans son SMIC, par exemple. Il peut les absorber dans le fédéralisme qu'il veut développer. Le tout n'est pas de dire parce que le passeport est suisse. Non, il a dit je ne réponds plus. Si j'étais suisse, je n'allais pas être candidat devant vous. C'est une réponse toujours, Momok. Non, puisqu'il a fait. C'est une réponse. Il a déjà fait. C'est toujours revenir dessus alors que les Camerounais meurent de faim. Les Camerounais n'ont pas. Vous savez, le danger en politique, Momok, c'est de se taire lorsque l'occasion se prête de pouvoir justifier, éclairer les gens. Vous savez comment Mitterrand a été reçu? Mitterrand vous disait, vous m'avez posé telle question, oui, elle est bonne, mais moi je réponds à telle autre. Voilà comment son élève se comporte. Voilà, Mitterrand vous dit, votre question là elle est bien pertinente, j'ai compris. Mais moi, vous aurez pu me poser telle autre. C'est à celle-là que je réponds. Matinga, non, c'est celui qu'on avait arrêté à l'aéroport. Oui. Ah, je comprends maintenant. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais tu es grave. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que vous croyez que je connais. Je vous assure que... Non, mais sauf que ce que tu dis, Tendance, n'est pas... Ça vous sort toujours. Non, ta question... Ta question est une de grandes réponses. C'est-à-dire que le profil de l'individu peut nous permettre d'avoir un avis définitif sur ce qu'il porte comme accusation contre Joshua Oshie. Donc ça vous sort encore. Je n'ai jamais fait la cellule dans ma vie depuis que je suis née. Donc quand j'entends parler de la cellule, mon lui a une longue bouche. Lui, papa, pardon. Lui parle tout. Laisse encore l'étude de la politique. Oui. Voilà. Ça me rappelle une image de ma grand-mère quand j'allais au village souvent et que un fou m'attaquait. Je rentrais me plaindre. Le fou m'a attaqué. Elle me dit que mais le fou qui n'a pas sa tête là, je dis oui. Et tu dis qu'il t'a attaqué quoi? Donc ouais.
Non, Non, c'est ça, je un peu- crois. c'est ça un peu la réaction que tu as annoncée tout à l'heure pour dire que bon, le profil de l'individu fait en sorte qu'on n'a pas à se plaindre parce que bon, Voilà. c'est vrai que Parce normal. que moi, parler ma part, vous avez dit que quand il ne comprend pas les infos. Je sais qu'on l'a arrêté à l'aéroport. Puisqu'il Alors- a fait la prison pour ça. Florazé. Oui, Eric, non, ce que Chalamel a dit également est fondamental. C'est on est Oui. en politique Oui. et pendant l'élection présidentielle, ça sort un peu de partout. Hein. On vous sort des dessous, on vous fait même des sortes de Photoshop et autres. Donc, il est toujours important à un moment donné de repréciser certaines informations parce que on est là, on vous regarde et puis plus il y a des informations qui sortent, le peuple également qui reçoit. Donc, il faut qu'un tamis soit fait surtout par les acteurs principaux. D'accord. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux à titre et dense ce matin. On va tout de suite aller prendre la prochaine articulation. Il s'agit d'interpellation, madame, messieurs. Et comme chaque matin, on va prendre cet élément de Cédric Chouna et on revient en plateau pour les discussions et décryptage. Le développement est qu'il faut que vraiment le gouvernement pense aux jeunes. Si les jeunes ont l'emploi, il y a le développement. Si le gouvernement baisse le prix des carburants, même les débrouillards comme nous, comme je suis collègue de roue, nous on va s'en sortir. Je parle en tant que débrouillard. Tout ce que je vois, je travaille. J'ai le courage de travailler, malgré mon âge, mais j'encourage les jeunes citoyens camerounais, de mettre la main sur les pattes selon le gouvernement. Si le gouvernement cherche l'emploi à eux, vraiment, il n'y aura pas de souffrance au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays en miniature. Si le gouvernement baisse le prix des carburants, donc vraiment, pour moi, j'en ai terminé. Vous l'aurez vous-même rectifié, hein, le Cameroun est une Afrique en miniature. Bon, on peut aussi dire un pays en miniature. Non, pas du tout. C'est une Afrique en miniature. Le Cameroun est un pays Afrique en miniature. Alors, bon, Bengan, c'est la question justement qui se greffe à l'emploi des jeunes. Le plus souvent, dans ce pays, on nous dit qu'il y a rien à faire, il n'y a pas d'emploi et pourtant tout est à construire. Oui, c'est là le paradoxe. Le paradoxe d'ailleurs. Et justement, moi je pense que notre compatriote a raison. À quel moment allons-nous accélérer la décentralisation pour que les collectivités territoriales décentralisées, elles aussi, s'investissent dans les activités créatrices de revenus? Parce que l'État nous a montré à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait plus créer des emplois, mais également que le même État ne peut pas accompagner le secteur privé malgré le discours du secteur public-privé, mais l'État n'accompagne pas le secteur privé ou alors ne s'associe pas au secteur privé pour créer les conditions de développement dans notre pays. D'accord, c'est tout pour interpellation de ce matin, madame, messieurs. Le temps de revenir demain lorsqu'il sera 11h40 pour une autre séquence consacrée à interpellation. Le temps pour nous de prendre quelques messages avec vous, Florazé, quelques messages de téléspectateurs. Alors, pas mal, hein. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on organise une élection, il y a toujours, il y a toujours du sang, hein, pour les gens comme... non, il y a certains messages qu'on va censurer ce message, c'est clair. Oui, on ne peut pas. Alors, l'enseignement du primaire est remis en cause par certains directeurs, justement avec des établissements clandestins, les élèves en classe supérieure parce qu'ils sont trop âgés. Ou allons-nous au juste? Et quelle formation donner à nos enfants? C'est Phoenix qui réagit. Autre message, que nos gouvernants sachent que le pire, hein, la pire des guerres, c'est la guérilla. Donc, voilà. La guérilla urbaine. Elle a déjà assez duré. Donc, il est temps qu'on passe aux négociations. Autre réaction, le cardinal est dans son rôle pour un leader religieux, mais quelles seront donc les conséquences? S'interroge le téléspectateur. Les fonctionnaires de ce pays payent pour rien et ces dirigeants nous prennent pour des cobayes. D'accord. On va revenir tout à l'heure au message. Le temps pour nous de recevoir en plateau B Constilamine qui est déjà positionné. Bonjour et bon début de semaine, Constilamine.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour une fois de plus à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore ce matin ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté, il faut le rappeler, de tous les téléspectateurs de la radio et de la télévision Equinox et les auditeurs de la radio Equinox. Alors ce matin, je viens encore m'adresser à vous qui me regardez en ce moment. Vous êtes bien sûr victime d'un diabète, vous avez le diabète, voilà, vous avez un début de diabète. C'est donc l'occasion plus que jamais de consommer régulièrement le 22 oméga 3 qui est donc ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le 22 oméga 3 nous permet également, permet également de prévenir les AVC. Le 22 oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le 22 oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Il permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations. Pour tous ceux qui ont les problèmes d'articulation, c'est donc l'occasion plus que jamais de consommer dès à présent le 22 oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire pas comme les autres. Oui, il faut également rappeler que sa consommation régulière est sans effet secondaire dans l'organisme. Vous n'aurez aucun problème quand vous allez consommer l'oméga 3 parce qu'il est un complément alimentaire. Le 22 oméga 3 ne vous empêchera pas également de prendre les autres médicaments. Oui, on peut consommer l'oméga 3 et continuer à prendre les médicaments prescrits par les médecins. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du 22 oméga 3, encore appelé fish oil, qui est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. À côté bien sûr des avantages, il y a bien sûr le prix. Un prix qui est également un avantage important parce qu'il faut rappeler que ce complément alimentaire coûte la somme de 5 000 francs, je dis bien 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Et je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Achetez votre boîte d'oméga 3, ouvrez-la délicatement et retenez qu'il est question bien entendu de sortir la gélule de la boîte, de ne pas la percer, de ne pas la couper. Vous prenez une gélule avec un verre d'eau. Je dis bien, c'est pendant le repas. C'est important de consommer l'oméga 3. Alors j'attire donc l'attention de tous ceux qui me regardent en ce moment qu'il est important de le consommer. Il est important de l'avoir à la maison parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais. Prévenir vaut mieux que guérir, comme dirait quelqu'un. Alors nous allons tout de suite parler du point de vente. Je rappelle que le point de vente exclusif de ce complément alimentaire, c'est du côté bien sûr de Douala, c'est au Cameroun, en plein cœur d'Aqua. C'est le magasin 1001 tapis qui est situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Dans ce magasin qui est derrière la base du concept Salaka, vous retrouverez votre complément alimentaire que voici, le 22 oméga 3, au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala et qui veulent avoir leur 22 oméga 3, c'est facile comme bonjour. Vous nous appelez tout simplement à nos numéros de téléphone. Vous passez votre commande, vous nous communiquez votre nom, votre ville, votre quartier et même votre pays. Nous nous chargerons d'acheminer ce complément alimentaire en direct de votre domicile grâce à nos représentants qui sont éparpillés dans toutes les régions du Cameroun et bientôt dans certains pays africains. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher le midi à 14h, plus besoin de rester derrière comme un tuyau d'échappement. Voici votre complément alimentaire, voici le 22 oméga 3, la solution idéale pour réduire les complications du diabète, la solution idéale pour nous prévenir contre les AVC, la solution idéale pour réduire notre tension, la solution idéale pour réguler le taux de cholestérol dans le sang, et également la solution idéale pour permettre de faciliter la guérison des inflammations et tous ceux qui ont les problèmes d'articulation. Voici un complément alimentaire qui dit mouf aux problèmes d'articulation parce qu'il permet aux articulations d'être de plus en plus souples. Alors, un seul conseil, chers téléspectateurs, ne perdez surtout pas le temps, ne soyez pas les derniers, courez dès à présent au magasin 1001 tapis et entrez en possession de votre 22 oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Et je ne saurais partir sans dire merci à Aubin Sanjo qui écoute en ce moment le concept Salaka, qui est un très grand client du concept Salaka. Merci à vous et bonne journée à ce client Aubin Sanjo du concept Salaka. Merci beaucoup Kosti Lamine pour ces informations et ces conseils du Vombio. L'émission 10-12, le Zénith se poursuit, mesdames, messieurs, sur Equinox Télévision, Florazé. On va faire recours à vous à nouveau pour savoir ce que nous disent nos téléspectateurs.
Et alors, il y a un téléspectateur qui réagit. Cette histoire de fermeture n'est pas la solution parce qu'on connaît même des établissements publics qui ne respectent pas la norme. D'accord. Alors, le thème est les écoles. Hein. Le thème sur les écoles est très intéressant, problématique. La responsabilité de l'État, quoi qu'on déplore, car l'État fait des lois et doit les faire appliquer, les réguler aussi selon les limitations sociales et doit punir les hors la loi. Bon, on constate qu'il y a une forte demande des citoyens de respecter la loi et que l'État devient efficace dans ses politiques de réglementation de la vie sociale au Cameroun. Absolument. Dans tous les messages qu'on lit, c'est fou, c'est incroyable ce qu'on lit là. Lorsque l'État, j'allais dire tous les États du monde vous disent approcher l'administration des administrés, c'est ce que ça veut dire. Oui. Et ça veut dire la chose simple suivante, réconcilier l'État et la nation. C'est-à-dire que le citoyen doit se reconnaître dans toutes ces institutions. L'école, l'hôpital, la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous allez vous inscrire à Elecam, parce que vous devez avoir l'impression que le bulletin de vote va changer quelque chose. Oui. Lorsque vous allez porter plainte contre quelqu'un au commissariat brigade gendarmerie ou vous allez saisir le procureur de la République ou le juge d'instruction, parce que vous savez qu'on va rétablir la loi. D'accord. Lorsque vous dites, un bon politique vous dit oui, et disez-moi le maire, toutes les routes secondaires du quartier, je vais les... Il doit les faire, les marchés, ainsi de suite. Mais lorsque rien ne va, même les ordures ménagères, vous avez épulché les macabots, le truc, vous ne savez pas où mettre les ordures. Ça devient un problème. D'accord. Florazé, alors continuons à lire les messages pour voir ce que pensent les gens. Tout à fait, il y a des Camerounais. établissements publics qui ne respectent pas la norme, qui sont même créés sans site et par moments ce manque de bons exemples de la part du public qui n'est pas encourageant pour le privé. Par moments, le manque de moyens et d'établissements de marque à proximité pousse les parents donc à chercher des établissements à la hauteur de leurs moyens. Donc nous nous rendons compte que le gouvernement ne se soucie pas des problèmes des Camerounais. Voilà. C'est la réaction du téléspectateur ce matin. Et puis pourquoi le gouvernement n'a pas jusqu'ici évoqué dans la question anglophone au niveau du Parlement ou du Sénat. Alors, je pense que les autorités pourraient aussi accorder du crédit à la volonté de rassembler les Camerounais pour trouver des moyens de sortie de crise comme le souhaitent les hommes religieux. Absolument. Donc il y a du grain à moudre là pour le gouvernement. Oui, vous allez donc voir partout. Oui. la session où le SDF avait parlé de blocus En novembre dernier. Et vous voyez, ça nous retombe à la face. On disait au gouvernement, vous avez fait des missions, Chalamel a rappelé quelques-unes là tout à l'heure, mais rendez compte à la représentation nationale. Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que les populations vous ont dit? Qu'est-ce qui se passe réellement? Personne ne vous dit rien et après on va vous dire mais non, ces gens-là ne veulent pas du bien du pays, ils ne veulent pas d'accord, ils ne veulent pas, mais ils ont dit quoi? Mais sauf qu'en attendant, 160 détenus se sont évadés ce week-end en Europe. Donc c'est pour dire que les gens ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a. Oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, préciser que c'est toute une prison qui s'est évadée. Oui. C'était 163, 160 sont partis, 3 seulement sont restés. Il faut préciser, monsieur Eric Fopoussi. Non, ils sont restés eux-mêmes. Ils ont resté 3 prisonniers. Ils ont dit qu'ils ne fuient pas, qu'ils vont rester, attendre qu'on reconstruise la prison et qu'ils ne reprennent pas dans leur cellule. J'espère que le juge tiendra compte. Mais c'est les bons Camerounais. J'espère que le juge prendra compte. Bon, c'est clair qu'on va les transférer plutôt à la prison de Bamenda. Libération pour bonne conduite. Oui, après 6 mois. Non, après 6 mois au moins. On ne peut pas les libérer comme ça, illico. Non, pourquoi pas? Non, après 6 mois. On devrait les libérer. On devrait les libérer. Pour bonne conduite, on devrait les libérer. Oui. Tous ont fui, 160 ont fui, 300 restés. Nous sommes dans un état de droit, je vous assure. Mais le droit, ils pouvaient fuir, mais rien ne vous dit qu'on les aurait arrêtés. Parce que ceux qui sont partis, ceux qui sont partis sont traqués actuellement. Les journaux rapportent qu'ils sont restés. Les journaux ont tué. On dit que 50 assaillants sont venus tirer sur les policiers. Ils sont venus avec le carburant pour mettre le feu. Oui. Alors une autre réaction. Alors nous devons apporter des solutions, peut-être soutenir le président de la République, d'abord pour empêcher que l'ONU, la CPI, les ONG occidentales
transforme le Cameroun en la Libye, la RCA. Oui. Donc nous devons commencer à justement, dites-nous comment ont-ils financé. D'accord. S'ils sont financés par des forces obscures. Oui, mais quand on le dit soutenir le chef de l'État, c'est ce que nous voulons faire. On l'a fait dans le conflit de vacances. Ici, on fait comment? Absolument. Que veut dire soutenir le chef de l'État dans ces gens-ci? Il n'a encore rien dit. Le gars, s'il dépasse vacances. Mais voilà pour la fin de l'émission. Merci infiniment à vous, monsieur et dames sur le plateau. Je rappelle que c'est dans ce contexte que le Cameroun va organiser la CAN 2019, hein, avec ses évadés de prison. Alors, Encore donné. donc non, on peut lui retirer, mais il est encore jusqu'à maintenant l'organisateur de la CAN 2019. Il envisage organiser la CAN. Maintenant, on va voir si la CAF si la CAF permet au Cameroun de l'organiser au final, si le Maroc ne se pointe pas derrière. Madame, Messieurs, merci infiniment. Nous vous invitons à regarder la rediffusion de l'émission à 1h du matin. Rendez-vous demain, ce sera 10h et passez une très très bonne journée. Que Dieu bénisse le Cameroun.